Salut tout le monde, je vous souhaite une belle fin de journée. Aujourd'hui, j'ai plusieurs sujets, donc on va passer de l'environnement, aller jusqu'à la COVID, aux nanotechnologies et une capsule informative sur ce qui s'en vient d'une femme qu'on avait vue sur les minières et l'industrie du cuivre, de l'aluminium, du cobalt, du lithium. Donc, cette fois-ci, elle va nous parler aussi des smartphones et du monde de demain, les tablettes, etc. Donc, j'ai vraiment plusieurs sujets. Donc, j'espère que vous avez passé une belle journée. Pour ma part, ce fut magique. Ce soir, j'ai une rencontre très attendue qui pourrait changer beaucoup de choses. J'ai vraiment hâte d'aller rencontrer ces gens-là, puis voir qu'est-ce qui en adviendra d'ici demain. Fait que, en tout cas, pour l'instant, je vais me concentrer sur ma capsule. Merci d'être là, merci de vous impliquer, merci de commenter, d'échanger les idées, mais surtout, comme on dit, de vous impliquer. Donc, ça va très bien pour ce qui est des pétitions puis toutes sortes de choses. Inquiétez-vous pas, ça roule dans plusieurs villes. Il y a plusieurs humains en action qui font rouler ça. OK? Moi aussi, pour ma part, j'en ai ramassé aussi à Gatineau, entre autres. Donc, ça lâche pas, ça va très bien. On a passé les premiers 1000 non signés, donc c'est du travail, hein, mais ça y va. Puis j'ai reçu, comme je disais, des lettres signées par courriel déjà, par envoi de Poste Canada. Donc, ça va très bien. Puis peut-être qu'après ma rencontre de ce soir, j'aurai une nouvelle éventuellement assez exceptionnelle à vous annoncer. Mais pour ce qui est de là, on va commencer en entrée avec un fameux, encore une fois, on va montrer les coïncidences et les synchronicités de cette société nommée Québec Inc. Donc, regardons ça. On se rappellera il y a quelque temps dans la presse, hein, donc on se rappellera ici une nouvelle qui était sortie le 28 avril par Julien Arsenault que la rémunération des dirigeants à près de 20 millions, ok? Donc ça avait augmenté. Il s'agit d'une hausse de 30%. OK? Donc, ils se sont augmentés de 30% de salaire. Puis là, ça me fait rire parce que qu'est-ce qui arrive après les 6 premiers mois? Fait que là, on disait ici en avril, donc janvier, février, mars, avril, le 4e mois. Donc, le 4e mois, ça, c'est pendant les premiers 6 mois. Janvier, février, mars, avril, c'est les premiers 6 mois. OK? Mais ils se sont votés 30% d'augmentation. Mais là, qu'est-ce qu'on apprend après? 6 premiers mois de 2022. Donc, en avril. En avril, c'était le 4e mois de 2022. Donc, comment est-ce qu'ils ont pu s'augmenter? La question est, comment ont-ils pu s'augmenter de 30% en même temps qu'ils perdaient des milliards de l'autre côté, puisque ça nous dit une perte supérieure à 33 milliards avec de l'incertitude à l'horizon. Donc, là, je me demandais, est-ce qu'ils savaient que le Québec allait se ramasser encore une fois à socialiser les pertes, privatiser les gains? Donc, ils se sont dépêchés de bonifier leur salaire pour être sûrs de rien manquer. Puis indirectement, je me demandais encore une fois, là, c'est une question que mon esprit soulève à l'instant, je me disais, coudonc, si le gouvernement puis l'autorité en place là, de la CDPQ, donc la Caisse de dépôt du Québec, là, hein, s'augmente de salaire en même temps qu'ils perdent de l'argent, est-ce que c'est parce que dans le fond, justement, ils font ce qui ont été mandatés par les lobbyistes, les corporationnistes, puis tous ces gens-là, les élitistes en haut, de nous faire perdre de l'argent pour que eux, justement, en socialisant les pertes, ils privatisent les gains. Et donc, comme ils ont fait bien leur travail, on leur a accordé 30% d'augmentation avant que les pertes soient annoncées pour justement être sûr qu'ils ne puissent plus reculer. Donc, je me demandais quelle coïncidence ou quel hasard, étrangement, qu'encore une fois, on donne des bonus à des gens juste avant qu'il arrive quelque chose d'important ou de
d'une grande perte, hein, parce que là, c'est une grande perte. Donc, à vous de décider ce que vous en pensez de ma question. Hein. Vous avez le droit d'être d'accord, vous avez le droit de pas être d'accord. Mais moi, écoute, je suis renommé mondialement par l'UNESCO. Donc, je dois faire mon travail de soulever de grandes questions, n'est-ce pas? Donc, on rappellera 30%, il s'agit d'une hausse. 28 avril, janvier, février, mars, avril, 4e mois de l'année. Hausse de 30% de salaire. Et 6 premiers mois, une perte supérieure à 33 milliards avec l'incertitude à l'horizon. Publié 17 août. Avril, mai, juin, juillet, août. 8e mois. Donc, voilà. On continue dans nos sujets. Pour ceux qui veulent lire les articles, comme d'habitude, à la fin de ce live, je vais ajouter tous les liens parce que j'aime ça, StreamYard pis tout, mais je sais pas, ça coupe le contact. Je lis les commentaires, je check pour afficher les liens pis les affaires. Je manque de connectivité avec mon auditoire, donc j'aime mieux revenir à la bonne vieille technique. Le téléphone dans les mains, vire la caméra de bord, rajoute les liens à la fin du live, parce que de même, je perds pas mon flow, je perds pas ma concentration, puis tout s'enchaîne. Donc là, on vient de montrer encore une fois à quel point est-ce que dans la société d'aujourd'hui, on a une refonte majeure à faire. On doit corriger les comportements et nos institutions, parce que c'est inacceptable d'augmenter les salaires de 30%. Dans les 4 premiers mois, où à ce moment-là, on est en train de perdre des milliards par ces cadres, ces dirigeants et ces responsables-là qui prenaient des décisions de manière terrible. Et là, on rappellera la fonderie mécaniste, puis on rappellera le fonds d'investissement que j'ai montré l'autre jour, puis on rappellera que ça fait longtemps, bien avant que je vienne au monde, ça continue. Mes grands-parents pourraient m'en compter jusqu'à la semaine prochaine, donc imaginez, là. Donc, il est vraiment temps qu'on s'unisse autour de cet enjeu crucial qui est notre économie, notre argent pour payer nos infrastructures, nos écoles, nos routes, nos hôpitaux. C'est un enjeu qui nous touche tous et la caisse de dépôt, là, c'est notre argent à nous tous. Donc, celui qui me dit qu'il ne se sent pas concerné, peut-être tu devrais prendre le temps de regarder correctement puis peut-être tu t'apprécieras un peu plus que ce qu'on dit ici. Donc là, on va continuer, hein, on change de sujet. Ben oui, ça c'était le premier sujet. Socialiser les pertes, privatiser les gains, la caisse de dépôt qui nous arnaque puis qui s'augmente en salaire. Donc, volet clos. Là, on arrive, vous le savez, hein, moi j'ai volet environnemental, j'ai donné plein de volets. Ça fait longtemps que j'ai plein de volets. Puis là, là, c'est le volet environnemental pour donner suite parce que ça fait 3-4 jours, je crois que j'ai pas fait de live. Donc, merci d'être là, merci d'écouter, merci de partager puis merci de continuer de s'impliquer. Donc, j'invite tous les citoyens qui vivent près d'une des 89 usines des grands pollueurs du Québec, de continuer de faire des plaintes, de continuer de contacter le DPCP, le ministère de l'Environnement, de faire des prélèvements et de tenir ces gens-là responsables. Ils ont des cadres, ils ont des spécialistes, ils ont des experts, ils ont la capacité de faire des études, qu'ils le fassent. Ils ont des ingénieurs, ils ont toutes sortes de gens compétents, des universitaires et autres, hein, des grands spécialistes, qui trouvent des solutions, qui fabriquent des filtres, puis qui s'arrangent. On est en 2022, c'est inacceptable. Donc, au Québec, je vous invite à contacter le ministère de l'Environnement puis le DPCP pour faire approuver les lois environnementales. Puis, je vous invite à exiger du ministère de l'Environnement qui vous donne au minimum des équipements d'analyse et de prélèvement que vous pouvez utiliser pour le recontacter pour donner suite. Donc, maintenant, on va passer à une entrevue parce que là, on a montré l'autre jour, grâce à un journaliste de Radio-Canada qu'on apprécie grandement d'avoir répondu à mes questions que j'avais lancées en live. Encore une fois, merci à Radio-Canada d'avoir exposé les 89 plus grands pollueurs et merci à tous les journalistes d'enquête qui ont contribué à exposer la fonderie 1, la cimenterie mécaniste et tous ces abus-là comme la caisse de dépôt. Ensemble, avec les citoyens, recadrons nos représentants et rappelons qu'ils sont notre représentativité et qu'on n'a pas fini. Finalement, on a décidé de ne plus déléguer, donc on va les administrer. Vous nous représentez, on va s'occuper de vous administrer pour que vous nous représentiez correctement, n'est-ce pas? Donc, écoutons cette dame. Tout ce que j'entends puis ce qui se passe ailleurs,
Qu'est-ce qui me garantit que la qualité de l'air est là dans Montréal-Est? Anne Gauthier demeure à quelques pas de la raffinerie CCR, l'une des 89 entreprises au Québec qui a le droit de contrevenir à des normes environnementales sur les rejets dans l'air et l'eau, à la suite d'ententes signées avec le gouvernement du Québec. Des papetières, des mines et des alumineries. Certaines d'entre elles sont situées dans des milieux urbains. Quels sont les contaminants qui sont émis? Quelles sont les normes qui ont été fixées? Cette avocate spécialisée en environnement se désole qu'il soit actuellement impossible de répondre à ces questions. Ces informations-là, notamment sur tout ce qui est les contaminants émis dans l'environnement, devraient être rendues publiques. C'est quand même assez préoccupant de voir que finalement, ça se négocie un peu à la pièce la façon dont certaines industries peuvent polluer l'environnement. À Québec, Parfaitement d'accord. Toutes ces informations-là devraient être rendues publiques. Donc, vous voyez, encore une fois, on a demandé, on a dénoncé, et maintenant, il y a une avocate qui passe à la télé et qui appuie ce qu'on dit, ce que les citoyens comme nous disent et font. Parce qu'il n'y a pas juste Jonathan puis vous, là. Il y a un paquet de monde au Québec qui se battent depuis des années, qui font des prélèvements, qui dénoncent. Donc, ils sont heureux de voir que maintenant, on est une gang de plus à arriver puis leur donner du soutien. Fait que regardez les médias. Regardez à quel point est-ce qu'on est rendu nombreux au Québec dans notre vie. Peut-être que tout le monde n'est pas public, mais on est assez pour que les médias répondent à nos questions, mettent des experts à télévision qui viennent renforcer ce qu'on dit, que cette documentation-là devrait être publique. Ils nous donnent la liste des pollueurs, ils font les enquêtes. On voit, moi je vois, parce qu'on voit ce qu'on veut, mais ce que je sais de ce que je vois, de ce que j'observe, de ce que je lis et du travail que je fais quotidiennement avec les journaux qui m'est exposé, je peux vous certifier qu'au Québec, il y a des journalistes, puis il y a des gens qui, en arrière-plan, travaillent fortement dans le même sens que nous, là, à recadrer et réformer ce gouvernement et ses institutions pour les recadrer dans une représentativité pour le vivant plutôt que l'argent, comme on voulait au Québec. Un peuple solidaire qui préfère vivre convenablement tout le monde que d'avoir des milliardaires, puis des écoles privées, puis des soins de santé privés, puis une société à 2 puis 3 volets, là. Au Québec, on n'en voulait pas de ça. C'était ça notre modèle. Notre modèle, c'était il y aura un riche lorsque tout le monde aura mangé, lorsque tout le monde aura un logement, lorsque tout le monde sera scolarisé, lorsque tout le monde sera au minimum avec un minimum de qualité de vie, n'est-ce pas? C'était ça, là, le bien vivre ensemble, puis la loi L7 visant la pauvreté et tout ça, n'est-ce pas? Donc, on va continuer de constater la force d'un peuple uni qui continue d'avancer, car nous sommes libres et nous leur rappelons à ces gens-là. l'opposition déplore que la loi sur la qualité de l'environnement ne remplit pas correctement sa mission. Non, je trouve pas ça normal, puis je pense surtout qu'il y a une loi qui a été passée en 2017 qui demandait plus de transparence. S'il y a une leçon qu'on peut retenir de ce qui s'est passé à Rouyn-Noranda, c'est vraiment qu'on ne peut pas faire confiance à ces multinationales pollueuses qui font du lobbyisme. Exactement. Puis Zolzanetti, je l'aime bien. Émilie Lesson-Terrier, je l'aime bien. Dominique Anglade, moins. Il y en a d'autres que j'aime bien. Puis je suis content de voir qu'il dit encore une vérité. Donc, on peut pas continuer à laisser des lobbyistes puis le gouvernement avec des firmes à la McKinsey puis des experts venir nous dicter. Non, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Nous sommes citoyens, nous sommes aptes, nous sommes compétents, vous nous représentez, vous allez appliquer les lois également à tous, man. C'est tout. Puis nous, là, on a droit à un environnement sain, c'est l'article 46.1 de la Charte, si je me trompe pas, C12 du Québec, qui dit qu'on a droit à un environnement sain et respectueux de l'environnement. J'irai vous le chercher. Donc, je vous invite à réaliser que vous êtes aptes, vous êtes compétents et vous êtes souverains. Donc, continuez de leur rappeler à ces corporationnistes-là qui aimeraient, comme on le sait, nous enlever nos émotions graduellement, nous enlever notre curiosité graduellement, nous enlever notre curiosité puis notre questionnement graduellement, puis faire de nous des êtres pratiquement que sur des écrans, mais ça, on y revient à la fin de ce live dans une experte qui va nous raconter qu'est-ce qu'elle prévoit de notre avenir humain, qui est vraiment là indirectement si on continue à faire ce qu'on fait, pas nous, notre communauté, mais globalement les corporationnistes
et les gouvernements mondiaux qui imposent une technocratie. On s'en va vers quelque chose de vraiment, là, voilà, des écrans bleus. Donc, je vous invite à partager ce live ou revenir plus tard et partager les informations de ce live. Je vous invite à clipper des bouts de ce live. Vous avez aimé un punchline, vous avez aimé un extrait, vous faites des short clips, vous patchez ça sur toutes les plateformes. Vous patchez ça partout, les amis, parce que c'est comme ça qu'on réussit, c'est uni qu'on est vainqueur. Donc, continuons de passer cette information qui est le nerf de cette guerre. Donc, on finit l'entrevue. Attendu de pied ferme, le ministre de l'Environnement s'est engagé mercredi à dévoiler au cours des prochains jours les détails des ententes. C'est-à-dire quelle est l'autorisation, la nature de l'autorisation qui est donnée, mais également le degré de contamination excédentaire. Dans la liste des entreprises, 2 sont situées à Montréal et 7 dans la capitale nationale. C'est toutefois dans les régions du Saguenay-Lac-Saint-Jean et du nord du Québec que l'on en compte le plus, soit 11 entreprises dans chacune d'elles. Interrogé sur ces nouvelles révélations, le directeur national de la santé publique se fait tout de même rassurant. Le seul point que j'aimerais ramener, c'est que l'autre qui a parlé avant lui, il a dit qu'il allait publier les contaminants puis les ententes ministérielles. Donc, continuez d'écrire des courriels, continuez de les contacter, continuez de leur mettre la pression, continuez de partager l'information puis de vous unir. Continuez, les amis, ça fonctionne. Et quand on fait ça, là, ben qu'est-ce qu'on fait? On fait comme mon père me dit. Quand tu veux t'en prendre à quelqu'un, tu t'en prends pas à sa maison ou à sa vie, tu t'en prends à son portefeuille. Ben croyez-moi que les oligarches au Québec, ils goûtent en esti cette année. Fait qu'ils privatisent, ils privatisent nos gains puis ils socialisent nos pertes. Mais checkez-nous arriver, man, on s'en vient, on va vous en faire fermer de la bâtisse, on va vous en faire injecter des millions dans des rénovations, vous n'avez pas fini avec nous autres. Puis checkez bien ça, les amendes environnementales qui s'en viennent. Je vous invite à contacter le DPCP, je vous invite à y dire quelle industrie près de chez vous viole les lois et dépasse les taux permis. Puis je vous invite à y rappeler que la loi du Canada, c'est la loi suprême et qui doit la faire appliquer, sinon il décrédibilise l'image de la justice et il nuit à son ordre professionnel. Vous lui direz ça bien comme il faut. Des expositions à risque pour des populations, nous sommes normalement invités à regarder qu'est-ce qu'il y en est et surtout s'il y a des dépassements. Les directions de santé publique de toutes les régions sont mobilisées aussi là-dessus régulièrement. Il y a des exemples, que ce soit dans différentes régions, même Québec, Montréal, tout ça, on a ça régulièrement. La fonderie 1, c'est une exception en soi. Donc, là, Boileau vient de confirmer qu'ils se réunissent souvent, puis qu'ils en parlent souvent. Donc, comment ça se fait que des événements comme la fonderie 1, tout d'un coup, ça prend tout le monde par surprise? Encore une fois, vous parlez trop, M. Boileau. Vous parlez trop, M. Boileau. Vous venez de confirmer aux Québécois, indirectement, dans votre esprit supérieur qui veut calmer comme un grand-père de famille ou un bon père de famille, vous venez de vendre la sauce. Vous venez d'expliquer aux Québécois qu'à chaque temps de fois, vous vous réunissez, vous en parlez dans les régions, partout. Donc, vous le savez ce qui se passe. Comment ça se fait que cette information-là n'est pas déjà publique? Puis comment ça se fait que l'ancien directeur national de la santé publique, Horacio Arruda, a empêché le directeur régional de la santé de l'Abitibi-Témiscamingue de produire les documents publiquement en 2019? C'est pas la première fois dans l'histoire qu'un gouvernement empêche des documents sur de la pollution des corporations mondialistes, comme on dit, too big to fail, de sortir. C'est pas la première fois dans notre histoire qu'une étude d'une industrie aurait des données erronées, que ça soit sur du tabac, de l'alcool, de peu importe, on connaît l'astuce maintenant, là. Donc, comment ça se fait si vous confirmez que vous vous réunissez souvent, plusieurs fois par année, ces enjeux ne sont jamais été dévoilés? Donc, encore une fois, vous nous rappelez l'importance de cesser cette délégation et de recadrer votre représentativité qui est clairement plus du bon côté. Donc, je vous invite à vous unir, citoyens, humains, tout le monde, adolescents, grands-parents, tout le monde, ça suffit, là.
Ces gens-là, ils doivent être remis à leur place, puis les corporations, là, vous allez réaliser qu'ils citent là, l'abus du territoire, de la faune, de la flore, puis donner des cancers à des enfants, puis des malformations à des enfants qui naissent, puis de l'Alzheimer, puis tout ça, c'est terminé. Là. Parce que vous allez payer à facture, vous allez décontaminer, puis vous allez payer les soins de santé, puis vous allez verser des dividendes, puis je te le dis, vous allez aller faire affaire ailleurs parce que ça sera plus payant de venir ici, de nous empoisonner. OK? Ça s'en vient, les amis. Donc, on finit le reportage. Pas d'écart équivalent dans ces 89 autres dossiers-là. Les personnes vont mourir, il faut faire attention, je pense. Il ne faut pas généraliser. Horn, c'est un enjeu. Il dit, c'est pas tout le monde va mourir, il faut pas généraliser. Horn, patati, OK? Depuis les siècles que l'industrie existe, dans tous les pays où ils existent, combien d'êtres humains sont morts par ces industries-là? Je te garantis que c'est plus que la guerre, moi. Je te garantis que la pollution, puis les modes d'opération, puis les sacrifices de construction, puis tous les humains qui vivaient à proximité, je te garantis qu'il y a plus de monde mort de pollution, de corporation que de guerre, moi. Je te garantis. Tu me dis, mais Jonathan, comment tu vas faire pour prouver ça? Ben, regarde la croissance des cancers, de l'Alzheimer, de l'autisme, puis toutes les maladies congénitales, puis regarde ça partout dans le monde, puis regarde la faim puis la pauvreté qui vient justement des industries qui spéculent, qui accumulent, plutôt que de répartir les richesses. Donc, d'où vient la pauvreté si ce n'est que des industries des riches qui, eux, sont riches car ils créent et maintiennent cette pauvreté pour continuer d'être riches et vivre au détriment des autres comme un parasite le ferait ou un virus le ferait? On se pose la question. Puis Fitzgibbon, là, lui, là, c'est mon héros. Si un jour je rentre à l'Assemblée nationale, c'est le premier à qui je m'en vais la regarder dans les yeux, puis je te le dis, je la regarde droit dans les yeux, puis je dis, toi, là, sans dedans, tu t'en vas, mon homme. Je te garantis qu'on va s'en occuper, t'es mieux de t'en aller ailleurs puis vivre d'un autre pays, toi. Aucun doute, mais je pense que moi, je n'appliquerai pas Horn de 89. Anne Gauthier demeure sceptique malgré tout. Le gouvernement, il met pas ses culottes, puis la loi est pas assez sévère, à mon point de vue, à moi. Le ministre de l'Environnement s'est en... Madame, c'est pas que la loi est pas assez sévère, madame, mais je suis sûrement d'accord avec vous à cause des accords ministériels qui est une règle de droit qui fait que la loi ne s'applique pas. Mais techniquement, les lois environnementales, je crois qu'ils sont très, très, très sévères et c'est pour ça que les multinationales, puis les grosses corporations, madame, payent et font du lobbying pour avoir une dérogation ou un arrêté ministériel ou un privilège de ne pas respecter ces cibles et ces atteintes puisqu'ils disent que ça ne serait pas rentable ou que ça générerait des investissements trop importants et par la suite, ils viennent nous broyer pour avoir des subventions comme la fonderie Horn qui doit mettre 500 millions sur 5 ans, donc 100 millions par année, mais ils ont un chiffre d'affaires de 223 milliards par année. Fait qu'ils sont pas capables de prendre 0,4% de leur budget par année pour régler ça cette année. Non, il faut qu'ils mettent ça sur 5 ans, puis il faut qu'ils nous quittent de l'argent en plus. C'est terminé votre règne, les amis. Là, vous allez contacter vos élus, vous allez contacter toute ce gang-là, puis vous allez leur dire comment ça qu'une corporation qui fait 223 milliards de chiffre d'affaires a besoin de subventions publiques. C'est non. C'est non. C'est notre argent, c'est non. Hey, un moment donné, c'est quoi, là? On va-tu signer un chèque à Bill Gates, puis Desmarais, puis Sirois, puis Soros, puis fucking Arnaud, puis let's go. Écoute, on envoie des chèques à la reine d'Angleterre, Vladimir Poutine, tout le monde, let's go. Signez-leur des chèques. Ils sont pas assez riches, voyons, ils n'ont pas assez. Eux, ils cherchent rien qu'à combler leur joie de vivre avec un numéro, puis un numéro, ben c'est infini. Donc, ils sont jamais satisfaits. Non, mais il y a un moment donné. Un moment donné. Fait que là, vous allez les contacter, vous allez leur dire, là, les gens de l'Abitibi, puis les gens du Québec, là, vous, là, puis moi, puis tout le monde, là. Une société qui fait 223 milliards de chiffre d'affaires, là, a aucune raison de quêter des subventions ciboires. Comme les enfants disent, tabarnouche de tabaslac, là. Un moment donné, ça suffit, là. Hey!
Je vous invite à partager cette information. Je vous invite à partager, man. Partagez. Parlez-en. Parlez-en. Ça touche tout le monde, ça. Ça touche tout le monde. C'est notre économie, c'est notre santé, c'est notre patrimoine, c'est nos ressources, c'est nos enfants, c'est notre corps, notre vie. Ça touche tout le monde. Que tu m'aimes, que tu m'haïsses, je te demande de passer par-dessus puis de faire ce qui doit être fait, man. Ça doit être fait. On est des adultes, on est capable de faire mieux, puis on est capable de travailler ensemble pour corriger ce qui doit être corrigé. Puis après ça, on recommencerait à s'écœurer sur nos croyances, il n'y en a pas de problème. OK? Mais les vrais enjeux, ce qui est démontrable, c'est important, il faut s'unifier. Pour le reste, après, là, ce qui est des croyances, on s'amusera, on ira faire un épluchette de blé d'Inde, ou comme la Fondation essaye encore des levées de fonds avec des badminton puis des soupers, puis on se relancera nos croyances à volonté, il n'y en a pas de trouble. Mais là, il faut qu'on passe à l'action, puis il faut qu'on règle le problème. OK? On finit les 10 secondes qui nous restent. Engagé à tenir des consultations publiques dorénavant, lorsque des attestations d'assainissement arriveront à échéance. Ici Adi Assine, Radio-Canada. Donc, qu'est-ce qu'il venait juste de dire? Je vais reculer un peu pour que les gens comprennent bien. Il met pas ses culottes, puis la loi est pas assez sévère, à mon point de vue, à moi. Le ministre de l'Environnement s'est engagé à tenir des consultations publiques dorénavant, lorsque des attestations d'assainissement arriveront à échéance. Et voilà! On les a eus encore sur ce point-là. On disait que ça devrait être consulté. Le public a le droit de savoir des consultations populaires, des référendums ou autres. Ben voilà! Fait qu'à chaque fois, à chaque 5 ans des permis, comme on apprenait dans l'article l'autre jour, ben les populations vont être consultées. Donc, je vous invite à continuer. Continuez, regardez comment qu'on leur tord le bras, man. Ils sont rendus le bras dans le fond du dos, est-ce en train de péter le coude en deux, là. Fait qu'on continue de leur mettre la pression jusqu'à temps qu'ils tapent. Comme au UFC, man. On les lâche pas, pis on met la pression, pas jusqu'à temps qu'ils cassent, jusqu'à temps qu'ils tapent. S'ils tapent après qu'ils aient cassé, ben ça sera leur problème. OK? Mais nous autres, on va continuer de mettre la pression. Puis s'ils sont pas capables de respecter leurs articulations, ben le coude, il cassera. C'est tout, man. OK? Fait que là, on rappellera les endroits où que rapidement, on y va rapidement, où qu'il y a des industries, des grands pollueurs. Je vous invite, là, t'es un adolescent, t'as du temps, t'es avec tes grands-parents, ils ont du temps, tes parents sont en congé, vous avez du temps, ben prenez donc 1 heure, appelez donc Environex, puis faites venir des petits pots de prélèvement, puis faites des prélèvements avec des gants stériles puis des cuillères stériles, puis faites-la analyser, hein? Ben oui, une belle action à faire en famille pour démontrer la valeur d'un citoyen impliqué qui apprend à ses enfants en même temps par l'exemple de lui-même de comment s'assurer du respect de la loi par les corporations à côté de chez soi. Ben oui, pour protéger sa santé, son territoire et celle de ses enfants, question de montrer c'est quoi une vraie responsabilité, n'est-ce pas? Donc, ici, on avait dans Radio-Canada, on rappelle, ben oui, voici les 89 entreprises polluantes que Québec autorise à déroger à la loi. Il y a eu 16 000 morts de COVID en 3 ans. OK? Puis là, on va pas parler des comorbidités pis tout, OK? On va juste se faire plaisir. On va colisser ça, là. Il y a 20 000 morts de COVID, OK? Il y en a 20 000. Dans les 3 dernières années, il y en a combien de monde qui sont morts de cancer ou de maladie pulmonaire ou peu importe à cause de la pollution? Ouais, je pense qu'il y en a fucking bien plus que 16 000, hein? Ouais, pas certain, mais d'après moi, là. Fait que, moi, je veux bien qu'on me fasse chier cet automne avec la campagne de vaccination massive puis l'achat d'1 mois et demi de masques dans le réseau scolaire de plus de 30 millions de masques qui étrangement coïncide avec 2 à 4 mois de campagne vaccinale. Donc 1 mois et demi de masques dans les écoles veut dire probablement le déclenchement des mesures mi-décembre ou début décembre. Après ça, 2 semaines de congé de Noël des enfants, puis 1 mois. Donc 1 mois et demi de masques dans le réseau scolaire qui correspond à cet automne, début de l'hiver, qui correspond en campagne de vaccination. Mais ça, on s'en fout. Mais je me demandais, OK, vous voulez me gosser avec ça?
Combien de monde sont morts de vos entreprises qui polluent les cours d'eau, les nappes phréatiques, qui polluent tout, man, la faune, la flore? Combien? Que vous voulez nous dire que nous autres, on tue du monde pis qu'on est irresponsable pour un masque? Ben, va donc ramasser tes 89 industries qui font mourir du monde de cancer, d'Alzheimer, de difformité, d'accouchement prématuré ou de mort, je sais pas trop le terme, là, quand t'as un enfant pis qui meurt, il est comme mort-né en dedans de toi, là, fait des fausses couches et toutes ces affaires-là. Vous voulez une société responsable? Le gouvernement du Québec est capable de sacrer 4 milliards dans l'intelligence artificielle. Il est capable d'acheter des fucking vaccins, des masques. Il est capable de faire des cliniques. Il est capable de donner de l'argent au fucking business pour la COVID. Sacrément, enlignez-nous ces entreprises, puis sa pollution, puis sa presse. Vous êtes capable de faire des policiers, des vrais gendarmes à tickets de masque. Comment ça, vous n'êtes pas capable de faire des policiers, des vrais gendarmes de la loi environnementale qui vont donner des tickets aux 89 entreprises qui bafouent la loi? Ça fait pas de sens. It's not making any fucking sense again. Ben oui, Jonathan, il est arrivé, les gens comme lui sont débarqués, man. C'est le temps du changement, l'univers, la loi universelle de votre compas et votre équerre. C'est ça, on s'en vient, man. Plus vous poussez d'un bord, plus que l'univers va pousser sur l'autre bord, parce que l'équilibre doit être maintenu, puis vous ne la romprez pas, les amis. Voilà la réalité, parce que plus que vous allez pousser, plus que nous autres, on va restaurer de l'autre côté, man. Vous pouvez rien faire. C'est la loi de l'univers. Vous n'avez pas encore compris le cycle, les amis. Donc, on va descendre, puis là, on va montrer où sont les entreprises. Ben oui, parce qu'on a du plaisir en tabarouette. OK? Puis cet article-là, ben, il va être directement en description après le live. Donc, j'en ai parlé l'autre jour, j'en l'ai lu pas mal au complet. Donc là, on va juste montrer dans vos régions. Région administrative et nombre d'établissements ayant une attestation d'assainissement. Donc, de polluer plus que la loi et les normes et de vous rendre malade. Vous, vos enfants, vos animaux et tout ce qui est vivant autour de chez vous. Les insectes, les arbres, les végétaux, les poissons, la totale. Donc, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y en a 11 à surveiller, les amis. Vous restez pas loin du Saguenay, vous avez de quoi vous amuser pendant une journée d'été. 11 dans le nord du Québec, 9 dans l'Abitibi, puis ils sont mieux de s'attacher ceux-là, parce que Jonathan, il s'en vient, man. Jonathan, il s'en vient en esti pour s'en occuper ici. Puis ça, c'est le chiffre que j'aime bien. Pensez en termes de fréquence et d'énergie, de vibration, 3, 6, 9. Hey, je pouvais pas mieux tomber. La vie n'a que de synchronicité. Côte-Nord, 8. Capitale-Nationale, 7. Estrie, 7. Centre du Québec, 7. Montérégie, 6. Mauricie, 5. Outaouais, 4. Laurentides, 4. Bas-Saint-Laurent, 3. Lanaudière, 3. Montréal, 2. Chaudière-Appalaches, 1. Gaspésie, 1. Et Laval, 0. Donc, ça a l'air que Laval, c'est pas si pire. Donc, si vous restez proche de ces régions-là, je vous invite à prendre l'article qui va être en description tantôt. Allez dans la petite map qu'il y a ici. Puis là, vous grossissez dans votre région. Hein? Donc, exemple ici, moi, je suis dans le bout de cette là. Fait qu'à mettons, tu te dis, OK, je veux savoir où celle-là. Paf, tu cliques, bang! Tout est là. Ouais, tout est là, man. Tu sais exactement où aller pour les taper. Tu sais exactement où aller pour les taper. Hey, on est au-dessus de 400 à soir. Tabarouette, il y a du monde. Les amis, vous me partagez ça. Parce que ça, c'est un enjeu qui rejoint monsieur, madame, tout le monde. Puis c'est ça qu'on veut. Parce que c'est quoi qui fait peur au gouvernement? C'est pas Jonathan. C'est pas la Fondation Dan Pilon. C'est pas des minorités ou des marginalisés. Non, non. C'est quand on s'adapte pour rejoindre et inclure monsieur, madame, tout le monde, puis qu'on parle des enjeux qui ciblent nos vrais ennemis, les corporations, et qu'on aide notre représentant, qui est le gouvernement, à faire le ménage de ceux qui nous représentent pas. Ouais. Fait que comment qu'on fait le ménage de ceux qui ne représentent pas? Ben, rappelez-vous, il y a des élections cette année.
Donc, je vous invite à vous mobiliser parce que vous pouvez être sûr que ces corporations, ces lobbyistes, ces syndicats, ces ministres, ces fonctionnaires et tous les cadres et dirigeants qui ont de l'argent, eux, ils vont voter, je te garantis. Puis tu sais-tu qui vote? Ils votent leurs amis, leurs intérêts, ben oui, leurs paradis fiscaux qui fait de nous une société de plus en plus endettée. Hein? Fait que je vous invite à comprendre le vrai combat. Ça suffit, on est là. Ben oui, comme la chanson qu'on chantait, là, que je connais pas par cœur, tu sais, on est là, ta 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 ta, on est là. Hein, c'est ça? Bon, ça nous amène à, encore une fois, la fonderie Horn. Ben oui, elle va très bien, Katina, inquiète-toi pas, elle est number one, elle est top shape, ça prend soin en masse. Donc, là, c'est Émilie Lessard-Terrien que j'aime bien aussi parce que personne n'est parfait puis je suis pas d'accord avec tout le monde, même que souvent je suis pas d'accord avec grand monde, hein, c'est ça. Mais ça change pas que les gens font des choses que j'aime et disent des choses que j'aime à l'occasion. Donc, Émilie Lessard-Terrien qui nous dit qu'en gros, le gouvernement avec la fonderie Horn cherche juste à gagner du temps. Ben oui, toi, gardons ça, parce qu'ils ont oublié qu'au Québec, notre devise, c'est « je me souviens ». Ils ont oublié. Fait qu'ils se disent, dans 5 ans, le monde, ils se souviendront plus. Puis en plus, la fonderie va avoir eu une subvention de ces chialeux-là qui dénonçaient la corporation. Ben oui. Fait que, let's go, on écoute ça. Puis ça me fait plaisir de délirer, Yann Couture. J'adore délirer. Fait que je me demandais, là, tant qu'à me muter, si tu trouves que je délire, pourquoi tu t'en vas pas? Fait que j'ai épinglé son commentaire, puis demandez-lui si it's making sense. J'ai l'impression que le gouvernement s'achète du temps, ni plus ni moins. Je veux dire, on va faire des consultations publiques jusqu'au 20 octobre. La signature de l'entente est due pour début novembre. Comment ça se fait que les gens n'ont pas été consultés en amont? Puis, je veux dire, le premier ministre a juste à venir marcher dans les rues de Rouyn-Noranda, là. Les gens, ce qu'ils réclament, c'est la norme québécoise. Et ça, c'est même pas dans les plans du gouvernement actuel. Dans le prochain 5 ans, on parle même pas d'atteindre la norme québécoise. Fait qu'imaginez comment ils risent du monde. La norme québécoise, c'est 3 nanogrammes par mètre cube. Ils veulent mettre 15 nanogrammes norme annuelle et 200 nanogrammes quotidiens. Fait annuel, c'est 5 fois plus que la norme environnementale maximale, qui est de 3 nanogrammes par mètre cube. Et en plus, ils veulent mettre une norme quotidienne de 200 nanogrammes par mètre cube. Ce qui veut dire que ça, là, c'est pratiquement facilement 5 à 8 fois, presque 10 fois la norme là, quotidiennement. Donc, les équerres et les compas, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, eux, ils ont des outils de mesure. Donc, ils vont prendre la norme quotidienne, ils vont taper les 200 nanogrammes, tout de bien même qu'ils vont dépasser, parce que si on n'est pas là pour faire des prélèvements puis des analyses indépendantes de les leurs, qu'est-ce qui nous dit qu'ils n'en émettront pas 1000, comme ils l'ont déjà fait jusqu'en 2017? Ils émettaient 1000, 2000, 3000 nanogrammes par mètre cube jusqu'en 2017. Fait que qu'est-ce qui nous dit qu'ils feront pas la même chose? Parce que si on valide pas, on le saura pas. Et indirectement, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont calculer le ratio de jours ou d'heures qu'ils peuvent émettre à des nanogrammes supérieurs, puis après, ils vont baisser la norme pour rentrer dans la norme annuelle. Pourquoi? Parce qu'ils vont prendre la mesure, puisqu'ils ont des compas et des équerres, ils vont prendre la mesure quotidienne dans leur algorithme de calcul, puis ils vont l'échelonner sur l'annuel. Donc, combien de jours exactement ils vont pouvoir brûler 200 nanogrammes mètre cube au lieu de 15, pour en arriver à la fin de l'année à une norme moyenne de 15 annuelle sur 365 jours. Donc, ce qui nous permet de facilement, pendant 50 à 60 jours, même voire 80 jours, de dépasser les normes, et après ça, d'y aller juste un petit peu en dessous des normes, et tu vas réguler puis arriver à une moyenne annuelle de 15, mais tu vas avoir dépassé les normes à côté de 3 nanogrammes pendant plusieurs journées consécutives. Donc encore là, ben effectivement, on cherche qu'à gagner du temps et nous prendre pour des cons. Parce que moi, je me souviens, quand je suis allé prendre des prélèvements, là, moi puis Jean-Charles, on l'avait dit, checkez bien ça, s'ils ne demandent pas des subventions à cause qu'on leur pointe un problème, c'est pas normal qu'ils laissent la fonderie Horn être sacrifiée. Clairement, ils vont demander des subventions. Qu'est-ce qu'ils font? Ils demandent des subventions.
Hey, on vous avait déjà vu arriver, là. On connaît vos tactiques, là. Vous avez plus rien de nouveau, man. Ça fait des millénaires qu'on vous regarde aller. Il y a toutes les astis d'histoire de l'humanité sur Internet. T'as toutes les histoires de tous les peuples, de toutes les nations. Tu peux trouver 90% des calices de rois, pis de royaumes, pis d'empereurs. On sait comment vous marchez, là. Arrêtez. Fait qu'on va continuer d'écouter Milly Lessard-Terrien, puis je vous invite à continuer de partager. On est presque rendu à 500. Ça serait-tu pas beau de se rendre à 500? Let's go. Partagez-moi ça, les amis, en public, en privé, dans les groupes, partout. Vous clippez des bouts, les meilleurs bouts. Vous sacrez ça sur toutes les autres plateformes. L'information, c'est ce qui va nous émanciper. La vérité, puis l'information structurée, puis démontrable. Donc, je m'explique pas pourquoi on cherche à s'acheter autant de temps. Il y a des élections, évidemment, qui s'en viennent, là, très, très bientôt. Vous devez commencer à le sentir. M. Legault disait, oui, mais c'est une usine qui est payante pour l'économie. Il y a au-delà de 600 emplois, dont la moyenne de salaire est autour de 107 000 $ par année. Ce qui veut dire la moitié au gouvernement du Québec. Donc, s'ils font 107 000 par année, le gouvernement, il dit c'est payant. Il dit, hey, on a 600 travailleurs qui nous donnent 50 000 chaque à tous les années. La fonderie, c'est payant. Hey, gamme-moi à gang de manger de chou-fleur, toi. En même temps, on regarde, là, il devait y avoir une annonce candidate de la CAQ demain dans Rouyn-Noranda. On nous apprend que c'est reporté, encore une fois, à une date ultérieure. Savez-vous qui va se présenter pour la CAQ? Ben, le nom qui circule, c'est le nom de Daniel Bernard, qui est un ancien député libéral pour le Parti libéral du Québec. Et ce qui est très étonnant, c'est que c'est Daniel Bernard qui était là en 2004, au moment où les libéraux ont signé la première attestation d'assainissement avec la fonderie qui lui permettait de polluer au-delà du 200 nanogrammes. Je pense que M. Bernard, ou en tout cas les candidats potentiels à la CAQ dans Rouyn-Noranda-Témiscamingue, ils sentent la pression, puis ils sentent que le 15 nanogrammes, ce n'est pas une position qu'ils peuvent défendre. Je suis pas étonnée, moi, qu'ils aient autant de difficultés à recruter dans Rouyn-Noranda-Témiscamingue et que les annonces de candidature tardent à venir. Cette position-là, elle n'est pas justifiable. En terminant, les gens de Rouyn-Noranda, est-ce qu'ils priorisent la santé ou l'économie, selon vous? Ils priorisent la santé, définitivement. En ce moment, là, C'est sûr qu'ils priorisent la santé! Là-bas, ils ont été masqués, confinés, vaccinés, comme partout au Québec, en majorité. Fait que, clairement, la santé, c'est important. Tout le monde a eu peur d'une grippe, puis de donner une grippe, puis de faire mourir avec une maladie qui fait mourir 0,04% de monde. Donc, imaginez si on leur parle de cancer, d'Alzheimer, de malformation, de fausses couches, d'anomalies à la naissance, de déficits neurologiques, motrices ou autres. C'est clair que le monde, ils vont faire « Wouh! » Alors, je vous invite à partager la nouvelle batch qui vient de rentrer parce qu'il y a de l'information de qualité, puis tous les liens vont être mis à la fin de ce live, puis c'est ensemble, continuons d'avancer car nous sommes libres et un peuple uni est toujours vainqueur. On s'en vient. On s'en vient. T'en souviens, on chantait ça? On n'est plus capable d'attirer du monde pour venir travailler chez nous parce que les gens veulent pas venir respirer notre mauvaise qualité d'air à Rouyn-Noranda. Je veux dire, on parle des 650 jobs de la fonderie et moi, je suis convaincue qu'elle ne fermera pas. C'est la vache à lait de Glencore. Cette entreprise-là va continuer. Il faut juste qu'elle se mette aux normes. Mais qu'est-ce qu'on fait de toutes les autres entreprises, de notre réseau de la santé qui est incapable de recruter à l'heure actuelle parce que les gens veulent pas venir respirer notre pollution? Ce problème-là, il faut arrêter de le pelleter par en avant. Il faut le régler une fois pour toutes. Et ça implique d'exiger la norme québécoise à la fonderie. Fait que là, en plus, parce que la fonderie et la pollution est trop élevée, ils sont incapables de recruter dans le système de santé, dans les écoles et autres biens et services nécessaires au fonctionnement d'un bien vivre ensemble et d'une solidarité qui ne laisse personne derrière. Et on vient de taper le 500. Donc, voyez-vous indirectement encore une fois le non-sens. Donc, je rappellerai que la fonderie Horn fait un chiffre d'affaires de 223 milliards de dollars par année, ce qui est plus que le budget du Québec. OK? Donc, la fonderie Horn, qui fait plus par année de chiffre d'affaires que le chiffre d'affaires du budget des Québécois et des payeurs de taxes et d'impôts en globalité au Québec, nous quête
une subvention. Donc, je vous invite à contacter vos élus et dire « Non! It's a fucking joke! You kidding me! » Viens me faire à croire que la fonderie n'est pas capable d'investir 500 millions là, dès maintenant, cette année. Puis viens me faire à croire à moi que Glencore, qui est mondial, a pas 500 millions pour rénover puis arrêter la pollution, qu'on puisse recruter du personnel, des enseignants et accepter et respecter la loi environnementale et la norme environnementale qui est la loi. Et la loi doit s'appliquer également à tous. Donc, si eux ne respectent pas la loi, pourquoi nous, on devrait les respecter, leur loi? Donc ça, c'est une question à rappeler à vos députés, à rappeler à vos représentants, puis taper le ministère de l'Environnement, taper le DPCP, puis continuer de dénoncer. Lise Santérien, députée de Rouyn-Noranda pour Québec solidaire. Merci beaucoup. Ça m'a fait grand plaisir. Bon après-midi. Donc, ça clôt un autre volet. Désolé, je ferme mes fenêtres. Donc, on vient de clore le volet environnement. Donc, j'espère que vous avez apprécié ce deuxième volet parce que pour moi, c'est celui qui m'atteint le plus d'envie parce que c'est là qu'on va les avoir. Si on veut faire vraiment chuter ces oligarques et ces oligopoles-là, il n'y a rien qu'une manière de faire. Des analyses, des prélèvements, des dénonciations, puis de mettre les projecteurs sur leurs corporations, puis leurs paradis fiscaux, puis leurs abus qui créent des cancers, puis toutes sortes d'autres maladies. Donc, ils veulent nous faire chier avec leur agenda carbone, ils veulent nous faire chier avec leur agenda numérique, ils veulent nous faire chier, man, asti, avec le climat puis tout. Ben, c'est ça. Commençons par les vrais pollueurs, commençons par le vrai problème. Les oligarques, les oligopoles, puis les astis de milliardaires qui se prennent pour quelqu'un d'autre sur cette terre. Ça suffit, on s'en vient, les amis. Puis j'invite, t'es en France, t'es au Danemark, t'es en Afrique, t'es en Suisse, t'es un francophone, tu comprends ce que je dis, t'es un anglophone, t'es un espagnol, peu importe le style de langue que tu parles, tu comprends ce que je dis, tu n'en parles dans ta langue à tout le monde. Tu fais le traducteur. Tu n'en parles à tout le monde dans ta langue, à ta communauté, à ton église, dans tes conférences. T'en parles à tout le monde, OK? Même Dan The Rock, il venait avec moi à Gatineau, puis il a fait signer des gens qui venaient d'un autre pays, qui parlaient même pas notre langue. On a réussi à se comprendre, puis ils étaient d'accord, puis eux-mêmes qui nous disaient qu'elle étudiait en cybersécurité, puis tout, puis qu'il est en train de compléter son PhD, puis qu'il est allé aux États-Unis, puis au Canada, puis en Europe, puis elle nous le disait. C'est dangereux ce qui s'en vient, c'est des 3 petits points de Touki, puis il faut s'en occuper parce que ça sera pas beau pour nos enfants. Elle étudie là-dedans. OK? Elle a voyagé partout. Dan The Rock a réussi à la faire signer notre pétition pour un droit de refus à l'identité numérique. Des gens qui venaient d'un autre pays, là, je me souviens pas, je pense que c'était la Libye, là, si je me trompe pas, là, parce que moi je suis pas un spécialiste des pays arabes. Mais même eux étaient d'accord sur ces enjeux. Les corporations, les paradis fiscaux, le numérique, le gouvernement, la surveillance. C'est non! Il n'y a personne qui en veut de ça. Donc, ayons le courage de parler à monsieur, madame, tout le monde d'une manière que nous nous laissons un peu de côté pour être capable de les rejoindre eux, pour qu'ils voient notre bonne foi et qu'on travaille tous ensemble comme il se doit, man. Puis comme il dirait, lui en haut, ainsi soit-il, esti, qu'il en soit ainsi. OK? Bon, fait que là, on va rire où je passe... Ouais. Où je passe la nanotechnologie avant. Je pense que je vais passer à la nanotechnologie avant de rire. Parce qu'écoutez, là, hein, le dernier sujet, ça va être la COVID, parce que la COVID, on sent tabac. OK? On sait tout ce qu'il y a à savoir, fait qu'on va le garder puis on va rire. On va rire ensemble. Fait que là, je vais passer en nanotechnologie. Donc, écoutons ça. Où en sommes-nous avec la nanotechnologie? Publié le 19 août 2022. OK? Donc, écoutons la capsule. On a un court résumé ici, là. Mais on va écouter le 11 minutes. Donc, on s'excuse s'il y a une pub.
Moteur de recherche, science. Ça, c'est du genre de courriel qu'on aime recevoir. Écoutez, c'est Dominique Morin qui nous envoie ça. Je le lis parce que c'est ça. Des fois, on a des pots, plein de pots, puis des fois, on a plein de fleurs. Puis là, il commence en disant « Bonjour, d'abord, je ne suis pas du genre fanboy dans la vie, mais je dois dire que votre émission est presque devenue un culte dans mon cœur. Oh, je ne pouvais pas ne pas soumettre de questions. Quand j'étais ado, je suis devenu fasciné par la nanotechnologie. Pour ceux qui ne voudraient pas se le taper en rediffusion, vous avancerez 11 minutes. À l'époque, on suggérait plein de potentiel comme un nuage intelligent qui répond au doigt et à l'œil, une peinture qui change de couleur et qui s'appliquerait toute seule. Bon, je me pose la question, où en sommes-nous rendus avec la recherche en nanotechnologie? Ça crie le nom de Charles Prémont quand on reçoit ce genre de questions-là. Rebonsoir, Charles. Bonsoir, Mathieu. Bon, on va faire un petit tour d'horizon de ce qui s'est passé dans les dernières années en nanotechnologie. Chronique mise à jour. Oui, c'est ça. Ça. Donc, je trouvais ça, évidemment, ça m'a beaucoup touché, cette question-là, parce que c'est vrai que quand on parle de nanotechnologie, moi, personnellement, je vois tout de suite le T-1000 de Terminator qui était en nanotechnologie, en liquide, en métal liquide. Pour plus récent, même Spider-Man, le dernier, son costume est en nanotechnologie. C'est aussi au cœur de l'intrigue du dernier James Bond. Hein? Exact. No Time to Die. C'est ça. Donc, la science-fiction est vraiment présente autour de cette science-là. Mais ce qui je trouve intéressant, c'est qu'on a beaucoup craint autour des années 2010, peut-être un petit peu avant, il y avait beaucoup d'écrits là, sur l'éthique de la nanotechnologie, et ça s'est un petit peu éteint, c'est vrai, au fil des ans, mais la technologie, elle, a beaucoup avancé. Elle avance. On va rappeler à quelle échelle on se situe d'abord quand on parle de nanotechnologie. C'est vraiment très petit. C'est très, très petit. Un nanomètre, c'est 1 milliardième de mètre. Et pour vous donner une échelle, un nanomètre, c'est 1 milliardième de mètre. Fait que là, j'aimerais juste faire une petite parenthèse parce qu'il y a beaucoup de gens qui rient parce qu'ils disent « Oh mon Dieu, les épandages aériens, la géoingénierie vont toutes mourir à Saint-Jean. Oh mon Dieu, les fongicides, les pesticides, tatati, vous allez toutes mourir avec le Roundup. » OK, ils viennent de le dire, là. C'est 1 milliardième de mètre. C'est ridicule, une nanoparticule. Mais le problème, c'est que ça s'accumule. Et ça crée des maladies plus tard, tout dépendant de ta capacité de nettoyage, d'absorption et de ton alimentation et de ta vie active ou non. Donc, plus que tu vis dans un endroit qui a de nanoparticules et que tu consommes des nanoparticules, plus rapidement tu vas développer des maladies, de l'inflammation, de l'Alzheimer, des cancers ou d'autres réactions. Donc, est-ce que tu vas mourir immédiatement avec un nanogramme ou un nanoparticule? Ben non. Parce qu'indirectement, quand tu consommes là, des fraises, il y a de 7 à 10 nanogrammes de fongicides, d'herbicides, d'insecticides par fraise. T'as mangé combien de consos de fraises dans ta vie? Moi, j'en ai mangé man! Je-tu mort? Non. Mais même j'ai 50, 60, peut-être à 40, je sais pas, je connais pas mon corps, je connais pas ma vie. Mais tôt ou tard, je risque d'avoir une maladie que je n'aurais pas contractée si je n'aurais pas été dans un environnement rempli de nanoparticules. Et c'est là le point qu'il faut en convenir. Parce que quand tu passes ta vie dans la pollution, combien de fois j'ai respiré de la silice, moi, en coupant du pavé ou en mélangeant les sacs de béton? Je suis mort? Non. Mais j'en ai respiré de la silice. C'est cancérigène. La CNESST et autres a prévenu des normes et des EPI de protection individuelle pour ça. Puis on sait que si j'en respire à tous les jours, il y a de fortes chances qu'à 40 ans, je sois mort d'un cancer. Mais là, j'en ai respiré peut-être une 50aine de fois dans ma vie, ici puis là. Fait que mon corps, vu que je suis actif puis je mange bien, il va se nettoyer puis il va être correct. Mais c'est ça qu'on en vient à l'accumulation des nanoparticules dans nos environnements, sous quelque forme que ce soit des épandages, des technologies de surface ou des produits chimiques. Chaque nanoparticule que tu ingères, que ton corps ne peut traiter,
s'agglomèrent, s'agglutinent et créent des réactions chimiques. Il y a un professeur de l'Université McGill qui, en 2013, il a fait un cours complet là-dessus, gratuit, sur le web. Il est probablement sur YouTube, tu peux l'écouter. Puis il explique bien mieux que moi l'interaction des diverses particules chimiques nanométriques qui s'accumulent dans le corps et qui peuvent durer plus longtemps que ton corps, tout dépendant de l'alignement et l'agglomération qui se crée de ton environnement, de ton alimentation et de ton vivant, de ton mode de vie. Donc, c'est ça le point. Fait que je voulais juste rectifier ça en une annexe moyenne pour que les gens ils comprennent l'enjeu des nanoparticules. Dans le fond, un atome, c'est 10 fois plus petit qu'un nanomètre. Donc, on est quand même proche en termes d'échelle que de l'atome. Une feuille de papier, c'est combien de nanomètres? 100 000. Une feuille de papier journal, c'est 100 000 nanomètres. Donc, vous imaginez. Je vais en avoir jusqu'à ma mort, Alexis, si t'as raison. Ça a été imaginé, cette science-là, dans les années 60. On commençait à se dire, il y a beaucoup de place dans l'infiniment petit. Mais puis dans les années 80, ça a commencé avec l'avancement des technologies, à plus se placer. Mais c'est vraiment, d'après mes lectures, plus à partir des années 2000, au tournant du 21e siècle, que là, ça s'est accéléré et qu'on a commencé à créer beaucoup de matériaux en tant que tel. Dans quel domaine est-ce qu'on les expérimente de nos jours, les nanotechnologies? Parce que ça a l'air, vous l'avez dit, très science-fiction, sauf que d'ores et déjà, là, il y a plein d'endroits où on les utilise. Là. Mathieu, ça a été, pour moi, la révélation, c'est partout. La nanotechnologie, c'est littéralement partout. Les exemples? Si vous avez quelque chose à retenir de cette chronique, c'est que vous avez été en contact avec la nanotechnologie. Je peux vous donner plein d'exemples. Par exemple, dans l'industrie du textile, on va l'utiliser pour faire des tissus anti-taches. En médecine, on va les utiliser pour aller porter un médicament très précisément à un endroit très précis dans le corps. En soins de santé, pour rendre les écrans solaires plus efficaces. Agroalimentaire pour faire des meilleurs emballages. En électronique, pour nos téléphones intelligents, utilisent la nanotechnologie. C'est d'ailleurs très utile dans le stockage d'informations. En environnement, pour traiter les eaux usées. Pour faire des batteries hautement performantes, on en utilise dans nos pneus et même dans la peinture pour la rendre la plus blanche possible. Donc, c'est vraiment partout. Et je crois, tout le monde autour de la table ici, et au moins 80-90% de nos auditeurs, ont eu un contact très intime avec la nanotechnologie parce qu'elles étaient dans le vaccin ARN messager contre la COVID. C'est vrai, et c'est un... Boum! Il vient-tu te dire qu'il y avait de la nanotechnologie dans le vaccin à ARN messager contre la COVID? Attends, on recule. Puis là, je vous invite à taper ça. Court clip. Peux-tu reculer, moi? Oui. On recule de 15 secondes, that's it. Tapez ça, les amis, puis après, je vais remontrer. Pourquoi je... Wow, qu'est-ce que c'est? Okay. Je vais leur montrer. Donc, à partir d'ici, Radio-Canada, tape ça. Et je crois, tout le monde autour de la table ici, et au moins 80-90% de nos auditeurs, ont eu un contact très intime avec la nanotechnologie parce qu'elles étaient dans le vaccin ARN messager contre la COVID. C'est vrai, et c'est un aspect très particulier. Et on dit d'ailleurs, on a dit dans les articles qu'on a écrits sur ces fameux vaccins ARN qu'une des parties les plus difficiles qu'on a dû maîtriser pour faire ce vaccin-là, c'est les espèces de nanoparticules lipidiques. Là. Exact. Ça s'appelle un liposome. Et c'était ça, dans le fond, c'était le véhicule. C'était pour aller porter, dans le fond, parce que dans le fond, l'ARN, c'est juste qu'on va porter un message à nos cellules pour qu'ils répliquent une certaine protéine, dans ce cas-là, la spicule. Mais là, donc, ce liposome-là, dans le fond, c'est un gras. C'est un petit morceau de gras qui est pas détecté comme une menace par le corps et qui est capable de fusionner avec les cellules, avec la membrane de la cellule pour aller porter son message, si vous voulez. Et voilà. Et ce qui est fantastique de ça, c'est que comme c'est un très très petit morceau de gras qu'on faisait, ça change rien en tant que tel. On est plein de petits morceaux de gras. Oui, mais de gros morceaux. Il y en a pas mal, oui. Mais là, vous avez parlé de quelques applications, mais des exemples précis, là, ça fait image. Là, Fait que là, si jamais vous voulez finir la capsule, il reste 11 minutes.
mais je crois que c'est assez parce que je veux pas déborder. Puis on a entendu l'information qu'on voulait. La technologie des nanotechnologies était dans le vaccin. C'est ce qui transportait le soi-disant vaccin à l'intérieur de votre corps. Donc exactement de ce qu'on dénonçait. Une autre partie! Excusez-moi, mais là, c'est parce qu'il faudrait que je me dise, aïe, il me semble qu'on l'avait dit au monde, ça, qu'il y avait des nanotechnologies là-dedans. Ah, la partie compliquée du vaccin, patapatapa. De fusionner avec les cellules, avec la... Hein? Mais là, donc, ce liposome-là, dans le fond, c'est un gras, c'est un petit morceau de gras qui est pas détecté comme une menace par le corps et qui est capable de fusionner avec les cellules, avec la membrane de la cellule pour aller porter son message, si vous voulez. Wouh! Fait que là, ils prennent des petits nanobots, man, des lipos je sais pas quoi, qui s'en vont fusionner avec ta cellule. Des nanotechnologies, la partie la plus dure du vaccin. Voilà. Fait que, écoute, ça nous enchaîne direct, ça. On n'a pas le choix. Fait que là, je me demandais, parce que je riais en tabarouette. Journal de Montréal. On change de sujet. C'était les nanotech / COVID. Là, ça nous emmène à COVID / Omicron. Journal de Montréal, là. Plus de la moitié des personnes infectées ne le savaient pas. Ah ben. C'est vrai que c'est dangereux. Devrait se dépêcher. Parce que quand que près de 56% des personnes infectées par le variant Omicron qui était prédominant lors des dernières vagues ne savaient pas qu'elles l'avaient attrapé, ça nous démontre à quel point c'était dangereux en tabarouette. C'est vraiment là, protégez-vous. Vous avez vu le clip qui circulait sur mon mur aujourd'hui un peu plus tôt. Écoute, j'ai quasiment le goût d'aller le faire jouer. Parce que quand que je vois une statistique pareille, il faut que je rappelle ce que la dame avait dit à la télévision. C'est quoi qu'elle nous avait dit, cette dame, à la télévision? Hey, elle nous avait dit quelque chose d'extraordinaire. Écoutons. Je sais que ça ne me protège pas, mais je veux pas de complications si jamais je l'attrape et j'ai une marque de 4 ans. Attends, qu'est-ce que t'as dit, toi, là? Faire le festival d'été. Alors, les gens sont assez proches. Je sais que ça me protège pas, mais je veux pas de proche. Je sais que ça me protège pas, mais proche. Je sais que ça me protège pas, mais je veux pas de complications si jamais je l'attrape et j'ai une marque de 99 ans. Wouh! Je veux pas de complications si jamais je l'attrape. Près de 56% des personnes infectées par le variant Omicron ne savaient pas qu'elles l'avaient attrapé. Wouh! On ne veut pas de complications si je l'attrape, mais je sais que ça me protège pas. Hey, vous avez de l'air des Mark Jones. Vous avez de l'air des Mark Jones. Puis Mark Jones, il est là, puis il me dit que je fais de la désinformation, puis je suis fort en chiolage. Merci Mark Jones de me démontrer à quel point je fais mon travail d'une manière que vous auriez jamais prédit dans votre profilage, parce que justement, je suis un homme connecté à son esprit plutôt que son corps. Donc, je suis complètement incalculable. Votre profilage puis votre algorithme ne fonctionne pas. Vos MK Ultra, vos Mockingbird puis vos estis d'agression puis votre harcèlement puis votre argent, il n'y a rien qui atteint Jonathan. Foul ball, man. Vous êtes incapable de rien. Comme je t'avais dit, Mark Jones, il y a des années, quand j'ai commencé à faire des vidéos sur la science, puis ta gang de macaques riait de moi, je te l'avais dit, vous m'arrêterez pas, vous changerez rien, puis mon égrégore va devenir de plus en plus fort. This is exactly what's going on right now to this day at this present time, you fucking dummy. Ouais. Check ça, mon chum. Il y a même plus de mesure, ça va faire quasiment 6 mois, là. Taper 500 encore à soir. T'en penses quoi, mon esti de bottillon? Tu patines en calvaire, hein? Vous avez pas essayé de me discréditer.
faire des montages, de la publicité, toutes sortes de tactiques de propagande. Vous êtes capable de rien, man. Vous ferez rien. Moi, là, je suis comme ceux qui m'écoutent. On a un destin, nous, man. Pourquoi? Parce qu'on se prend en main, puis on est assez fou pour croire en nous et savoir que si on le fait, on va y arriver de changer cette réalité. On le sait, c'est notre mission, c'est enfoui en nous. C'est notre vocation. T'empêcheras jamais personne de faire ça, Mark Jones, parce que nous, là, on a un destin. Toi, je ne sais pas c'est quoi le tien, mais tu devrais t'enlever parce que le train s'en vient. Fait que je te rappellerai à quel point c'est important de te faire vacciner. Donc, cette dame, elle va te le dire encore une fois parce que, écoute, c'est tellement dangereux que 56% des gens ne savaient pas qu'elle l'avait attrapé. Et cette femme, elle est tellement une universitaire. Elle, c'est sûr, c'est une secondaire, collégiale ou universitaire analphabète fonctionnelle. C'est certain. Elle comprend rien de ce qui est complexe, elle comprend rien des opinions, elle comprend rien à rien, cette femme. Donc, écoutons. Je sais que ça ne me protège pas, mais je n'ai pas de complications si jamais je l'attrape et j'ai une marque de 4 ans. Attends, qu'est-ce que t'as dit, pour là? Faire le festival d'été. Alors, les gens sont assez proches. Je sais que ça ne me protège pas, mais je peux proche. Je sais que ça ne me protège pas, mais proche. Je sais que ça ne me protège pas, mais j'ai pas de complications si jamais je l'attrape et j'ai une marque de 99 ans. Sauf Elle l'a dit! Elle l'a dit, man! Ils l'ont pensé à la télé, là! Je le sais que ça me protège pas! Wouh! C'est incroyable! C'est vraiment incroyable! Je capote ma life quand j'entends du monde parler de même, je me dis wow! La nature, elle t'a gâté en tabarnak! Toi, ton type de pâte à dents, tu le manges, là! Tu vas avoir aucune volonté comme ça! Tu sais que ça te protège pas, mais tu vas en prendre une 3e dose! Fait que là, vous voyez pourquoi je vous dis c'est important de partager puis de clipper. Ça, c'est un court clip fait par quelqu'un sur TikTok. Hey, juste sur Facebook, en plus de TikTok, rendu à 14 000 vues. Mais là, il y avait Dave l'Insurgé qui avait tapé ça, puis il y a plein d'autres mondes, puis même lui a 10 000 vues, puis moi j'ai 20 000 vues, puis là, man, tu rajoutes Twitch, Rumble, la totale. Ils capotent, man. Ils comprennent même pas comment ça je suis connu de même. Ben, continuez de faire des short clips, continuez de me faire rire à me taguer dedans, puis continuez de me sacrer sur toutes les plateformes connues possibles. Faites-vous plaisir, asti. Faites-vous plaisir. Parce que moi, quand je vois des affaires la même, hey, je te jure, je pogne un méchant 2 minutes puis je ris ma life, là. Imagine l'oligarque puis l'oligopole, comment ils doivent capoter leur life à se dire, ouais, oh man, comment on va les arrêter, ces gens-là? Et voilà, vous nous arrêterez pas. On arrive, man. Donc, dans cet article, si vous voulez le lire en détail, je vais le mettre en lien, mais on fait ça vite parce qu'on a une vidéo de 15 minutes beaucoup plus importante sur un autre sujet. Donc, on va continuer ce volet rapidement parce qu'on va voir encore une fois que c'est tellement beau la pandémie qui commence déjà à nous préparer pour cette vague en décembre puisqu'on l'a dit tantôt, donc on va le répéter rapidement. 30 millions de masques ont été commandés, ce qui équivaut à 1 mois et demi dans le réseau scolaire d'un article que j'ai déjà mis en description, déjà lu avec vous, déjà filmé dans un autre live que vous pouvez retrouver. Puis qu'est-ce qu'on apprenait? Que Dubé nous disait que ça couvrait pour 1 mois et demi dans le réseau scolaire les masques. Donc, la seule période de l'année où les enfants ont 2 semaines de congé, ben c'est en décembre. Donc, en décembre, ils ont 2 semaines de congé, donc 1 mois et demi de masque. Donc, décembre, janvier, des mesures. Et là, si la vaccination ne va pas bien, ils vont étirer ça de janvier, février, mars, maximum. Donc, on se rappellera jusqu'au mois de mars qu'il y a de fortes probabilités que s'il y a des mesures à avoir, ils risquent de commencer décembre, aller jusqu'à mars. Ben oui, parce que c'est leur plan. Donc, là, ce qu'ils font, c'est qu'ils nous préparent mentalement, parce que si c'est dans le scénario, puis qu'ils l'ont mis collectivement dans la conscience collective, les gens ne s'affolent pas. Donc voilà encore une fois Mockingbird et MK Ultra à l'œuvre.
Journal de Montréal. Qualité de l'air dans les écoles, le spectre de la 8e vague vient assombrir la rentrée scolaire. Des experts affirment que Québec n'en fait pas assez. J'aimerais juste rappeler que la qualité de l'air dans les écoles, c'était bien avant la pandémie. Puis ça continue encore aujourd'hui. Pourtant, là, il y a une technologie qui s'appelle les ultraviolets. C'est utilisé dans l'alimentation puis l'agroalimentaire depuis longtemps. C'est utilisé par les industriels qui font de la nourriture transformée. Et depuis la COVID, c'est même utilisé dans les trains et les avions pour désinfecter. Pourquoi? Parce que l'été, il y a peu de propagation, puisque les ultraviolets émis par le soleil, qui souvent on a des alertes de météo médias qui disent rayonnement ultraviolet extrême, ben ont tendance à détruire les noyaux protéiniques des protozoaires, des virus, des bactéries et des micro-organismes en général, ce qui les empêche de se reproduire, donc éventuellement d'infecter quelqu'un, puisque même si tu attrapes le premier, il ne peut plus se reproduire, donc il meurt immédiatement. Ouais. Donc je me demandais, et je relance l'invitation à n'importe quel ingénieur, n'importe quel entrepreneur ou n'importe qui travaille dans les conduits d'aération, à quand vous allez inventer un conduit d'aération avec des ultraviolets qui détruit les noyaux protéiniques des protozoaires, des virus et des bactéries et des micro-organismes à l'entrée, à la sortie et au milieu des conduits, voire même dans la totalité de la superficie des conduits. Je me demandais quand est-ce que quelqu'un allait prendre sa compétence et montrer son aptitude et développer un produit qui risque d'être exporté mondialement par la suite, puisqu'il va assainir l'air d'une manière qui coûtera presque rien, avec des lumières ultraviolets. Ben oui, pas plus long que ça. Fini les gros filtres, fini les grosses affaires, juste 3-4 lumières dans ton conduit d'air, toi. Ben oui, calvaire. Fait que contacte ton ministère puis dis donc qu'il fasse de quoi parce que ça n'a pas d'asti de bon sens ce qui se passe ici, là. À un moment donné. Fait que j'aimerais dire à Mark Jones qui dit que je dis de la désinformation et du chiolage, dis-moi donc que j'ai pas encore une fois donné des solutions à chacune de mes chiolages, puis dis-moi en quoi que j'ai pas raison encore une fois sur tous les points énumérés, puis sors les sources, puis sors la science, puis démontre-nous là où on se trompe, qu'on puisse se corriger. Donc si t'es si supérieur avec ta gang, ben venez là nous montrer puis nous démontrer avec des sources validables, démontrables, quantifiables, sourçables, où qu'on se trompe, pourquoi qu'on se trompe et comment qu'on devrait y faire pour ne plus se tromper. Car ici, on est tous adultes et on est tous prêts à faire mieux et travailler avec vous sur les enjeux. Donc la question qu'il faut se pointer, se demander, c'est est-ce que vous êtes tellement occupés à nous pointer puis nous juger que vous êtes incapables de nous démontrer, de nous expliquer, de vous unir puis de travailler avec nous sur les enjeux et les solutions qui nous concernent tous? Donc c'est ça la vraie question. Est-ce que vous êtes tellement occupés à vous prétendre supérieurs puis à nous pointer du doigt puis à rire de nous que ça vous empêche de travailler avec nous, de nous démontrer où qu'on se trompe et de vous unir et de justement faire ce qui doit être fait pour les enjeux de chez nous? Je me demandais vraiment de quoi t'as l'air en ce moment quand je parle de même. Je pense que t'as l'air d'un méchant Touki, mon chum. Fait que je t'invite à rentrer dans le rang, puis crisser ton camp de mon wall, ou commencer à être structuré, organisé, et démontrer la véracité de ce que t'as à dire, ou sinon, ben ciao, man. Tu ne fais que te décrédibiliser davantage, car ce qui est affirmé sans preuve ne nécessite aucune fucking preuve. Puis tes croyances, puis tes jugements, on s'en calisse. Nous autres, ici, on démontre, on source, on valide, on solutionne, on s'unit, puis on travaille ensemble, même dans la différence. Fait que si t'es même pas capable de faire ça, je te dis de prendre tes affaires, puis crisser ton camp. C'est aussi simple que ça. On n'a pas le temps d'être ralenti par des Mark Jones ici. Fait que merci de servir d'exemple. Comme ça, j'ai pas à m'en prendre aux gens, généraliser par frustration. Fait que merci Mark Jones d'être l'exemple de l'opposé de ce qu'on essaye d'accomplir ici. Donc, je t'invite encore une fois, je te tends la main, je te dis, viens nous rejoindre sur le terrain et viens aider
pour un bien commun d'un monde meilleur. Sinon, ferme ta gueule pis décalisse. Donc, on continue, parce que cet article-là, c'est assez clair. On n'a même pas besoin de continuer à lire. J'ai donné les solutions. C'est simple, c'est efficace. Puis n'importe quel entrepreneur en construction, je te jure, ou compagnie de luminaires, t'installes des lumières à la sortie puis aux entrées en une journée d'une école au complet, man. OK? Fait qu'arrêtez de nous faire chier, puis arrêtez de nous faire à croire qu'il n'y a pas de solution, puis que ça coûte des millions, puis des milliards, puis c'est compliqué, puis fuck you, man. I'm a human being, I'm conscious, and I know what the fuck I'm saying, okay? So if you want to take me for a fool or a dummy, your advice. Get the fuck out of here. OK? Bon, fait que là, on a un dernier article avant l'audio qui est Pandémie. Une incidence négative sur les enfants canadiens selon leurs parents. Donc, je te rappellerai qu'en ce moment, à l'aube de cette nouvelle vague, je te rappellerai que plus de la moitié des parents canadiens ont soutenu que la pandémie de COVID avait eu une incidence négative sur leurs enfants, aussi bien du point de vue social que scolaire. Fait que je te ramènerai même que, est-ce qu'un enfant sur 2 au Canada, ça valait les quelques dizaines de milliers de morts canadiens de la COVID avec ou de là ou sans, on sait plus trop. Fait que là, t'es en train de me dire que l'avenir qui est nos enfants, ça valait d'en crucifier 1 sur 2 pour sauver des gens qui avaient passé l'espérance de vie, qui meurent à peu près à 0,0 quelques %. C'est ça que t'es en train de me dire, Mark Jones, Aurélien, puis votre gang de chou-fleurs. Fait que je te demande encore une fois en quoi je fais de la désinformation, parce que ça, c'est le Journal de Montréal, ça, c'est l'agence QMI, puis c'est publié le 17 août 2022. Puis c'est bien écrit ici, là. Plus de la moitié des parents canadiens ont soutenu que la pandémie de COVID avait eu une incidence négative sur leurs enfants, aussi bien du point de vue social que scolaire. Puis là, on parlera pas d'isolement, on parlera pas d'émotion, on parlera pas de communication, on parlera pas de développement physique ou sportif ou d'aptitude au travail ou autre. Hein? Ça, on n'en parlera pas trop non plus. Fait que là, je m'attarderai pas non plus cet article-là, il va être en description. Si vous voulez le lire, allez le lire. Puis rappelez-leur au Mark Jones, qui avait des Marie-Estelle Dupont, puis il y avait des 600 physiciens dans Forbes Magazine au début de la pandémie, puis il y a eu le Collège des médecins, puis il y a eu les pédiatres, puis il y a eu un paquet de monde, asti, qui ont essayé de dire au Mark Jones de cette planète Terre, « Hey, on est en train de ruiner des enfants qui est l'avenir de cette planète. À l'humain, c'est l'avenir de l'humain. » Ah ouais, c'est vrai, faut protéger grand-maman qui a fini sa vie, fait qu'on va ruiner celle qui commence la sienne. Ça, c'est la mentalité des Mark Jones. Fait que là, comme je suis en train de pogner les nerfs parce qu'on parle des enfants pis qu'il y a un asti d'épais dans mon live, m'a enchaîné avec une vidéo, ça va me permettre de me calmer. Mais je te garantis que des Mark Jones, là, ça mériterait 3-4 coups de pied, 2-4-8 claques, la tête sous l'eau, man, pis la face dans le mur. C'est ça que ça mérite des Mark Jones. Fait que comme c'est un personnage, un faux compte puis un humain qui n'existe pas, ben crème, j'ai le droit de te dire que tu mériterais de passer 30 secondes la tête en dessous de l'eau. Hein? Ou la tête dans le bol, je sais pas, ou dans l'urinoir, te faire flusher. Semble que ça te rafraîchirait un peu ta conscience, ta responsabilité, puis l'être humain en toi, plutôt que le citoyen payé à dire des médisances, de la désinformation, de l'association indirecte, jamais sourcée et toujours affirmée sans connaître rien du sujet nommé. Félicitations, Mark Jones, ben oui, c'est toi. L'asti de royauté des drôles. On passe au dernier sujet. Dernier sujet, c'est quoi? C'est demain un monde plein d'écrans, de smartphones et de tablettes et comment qu'il écrit ça? D'après moi, il y a une faute. C'est pas envisageable. On va le dire de même. L'ingénieur Or Stéphane étudie depuis plus de 10 ans les industries minières. Bientôt, la ressource sera épuisée ou inaccessible. Mais comment faire alors que le métal est partout, même dans nos shampoings antipelliculaires? Ah ben, regardons ça! Il y a du métal dans nos shampoings antipelliculaires, comme dans ton déodorant, il y a du métal. On appelle ça de l'aluminium! Wouh!
L'aluminium, Mark Jones, dans ma désinformation, je me demandais si tu étais capable de me prouver que ça n'avait pas un lien avec les maladies du cerveau telles que l'Alzheimer. I'm just asking you, because you're such a superior being, that you should tell me that I'm wrong. OK? Non, je le sais, je le laisse faire, là. On repart l'audio. Parce qu'il est tellement cave, ce gars-là, tu comprends? Ça me fait plaisir de nommer son nom, parce qu'au moins, je m'en prends pas aux autres. Je m'en prends juste à ce cave-là. Fait que comme ça, ben, je m'en prends pas à monsieur, madame, tout le monde. Je m'en prends à ce cave-là. Fait que tout le monde est gagnant. Puis lui, c'est un hostie de cave. Puis il aime ça, se faire défoncer. Il est comme Éric Duhaime, Samuel Grenier, puis ce gang-là. Il aime ça, tu comprends? Bon. On fait croire, en fait, qu'elles peuvent vivre dans un monde... Bon. Les jeunes générations, on leur ment, en fait, quoi. C'est vraiment terrible. Moi, j'ai de la peine parce que on leur fait croire, en fait, qu'elles peuvent vivre dans un monde virtuel hyper numérisé avec beaucoup d'écrans. C'est absolument, mais c'est complètement faux. Aujourd'hui, elles le vivent, mais c'est extrêmement ponctuel, quoi. Je vous invite à taper les meilleurs bouts de ça. Faites-nous des beaux montages. Ce qu'il faut arrêter, c'est de créer des mythologies et il faut regarder les choses en face. Il y a pas de dématérialisation, il y a une matérialité et tout ce qu'on va faire va avoir un impact majeur. Aujourd'hui, on a la chance de ne pas le voir ou alors on a la chance de l'oublier. En métropole, il y a plein d'anciens sites miniers français avec plein de dépôts de déchets miniers. Il y a énormément de problèmes. Qu'on veuille pas le voir, je peux l'entendre, mais ça existe. Donc, ça veut dire que la première chose, c'est de pas se voiler la face et de se dire, puisque ça a un impact et puisque c'est insupportable, autant que les émissions de gaz à effet de serre et autant que le changement climatique, c'est grave de polluer des eaux, c'est grave de polluer des sols. C'est avec ça qu'on va boire et avec ça qu'on va se nourrir. Donc si on en a que pour nous, déjà ça, et ensuite je parle même pas de la gravité des impacts environnementaux, de la destruction de la biodiversité associée à l'activité minière. Ça va avoir des impacts majeurs, donc je n'ai pas l'autre choix de modifier profondément ma façon de faire. Et dans cette modification-là, je n'ai pas d'autre choix que de réduire considérablement la quantité de métal que j'utilise. On n'a jamais cessé d'exploiter plus que l'année précédente. Donc on a augmenté les quantités produites et on a aussi diversifié les substances utilisées. Par exemple, pour l'or, on estime qu'on a produit à peu près 205 000 tonnes d'or dans le monde depuis le début de l'humanité. On estime qu'on a extrait les 2/3 de cet or depuis 1950. La principale victime de la mine, c'est l'eau. C'est que la mine génère des quantités considérables d'eau contaminée souterraine ou en surface, donc dans les cours d'eau ou dans ce qu'on appelle les nappes. Les sols sont des grandes victimes aussi, ainsi que l'air. Donc c'est des quantités monumentales de pollution, pas seulement avec des poussières, mais aussi avec des gaz. C'est le secteur qui est à l'origine du plus de conflits socio-environnementaux. Donc c'est lui qui cristallise le plus les tensions avec la société civile et la population environnante. C'est le secteur qui est à l'origine du plus de meurtres de défenseurs de droits humains dans le monde. En termes d'impact, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, il ne faut vraiment pas le négliger puisque le secteur minier, c'est 8 à 10% de l'énergie mondiale qui alimente la mine, enfin l'industrie minérale. L'industrie minière, et elle-même, elle est à l'origine de 4 à 7% des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle internationale. Donc elle a aussi son rôle à jouer largement dans le changement climatique. C'est le secteur industriel qui est à l'origine de la plus grande quantité de déchets solides, liquides et gazeux. Tout est basé sur le métal. Donc l'un des grands secteurs qu'on connaît, c'est le secteur de la construction, par exemple, qui est très demandeur de métaux. Sur un bateau, sur une voiture, sur un vélo, sur une trottinette, sur un paquebot, le métal, je pense, se voit bien. Donc on sait qu'on en a besoin pour le transport, les infrastructures énergétiques. Et puis après, vous avez plein de métaux qui sont utilisés dans tout le monde merveilleux de l'énergie, alors que ce soit le stockage, que ce soit l'énergie, on va dire les énergies conventionnelles, et après vous avez les énergies aujourd'hui dites renouvelables ou vertes, ou je ne sais quel autre vocabulaire on met dessus. Enfin, pour le nucléaire, on a besoin d'uranium. Oui, enfin pour le nucléaire, on a besoin donc d'uranium, on a besoin de thorium, on a besoin de beryllium, on a besoin d'hafnium, on a besoin de zirconium, on a besoin de barium, on a besoin de bore et on a besoin de tungstène. Après, il y a plein d'usages au quotidien qu'on ne voit plus parce qu'on ne s'est jamais posé la question. Les usages anecdotiques, j'en sais rien. Vous avez les emballages alimentaires, on parlait des canettes pour l'aluminium, les casseroles, la vaisselle, les ampoules, j'en ai récemment très longuement parlé de la question des ampoules. Là, je disais tout à l'heure pendant la conférence que je donnais, le sulfure de sélénium dans les anti-pelliculaires, quoi.
Celui-là, il est passé à la trappe. Le cobalt, le plomb et le bismuth dans les teintures pour cheveux. Là, il y a un mur, il y a une peinture. Cette peinture, elle est terriblement blanche. Ça, c'est de l'oxyde de titane, c'est sûr. Le fait que la peinture, quand vous la mettez, elle reste, mais qu'elle soit suffisamment lourde pour rester et pour être en prise, en général, on met du barium. En fait, ce qu'on a créé, c'était un monde qui repose sur les métaux. Ça va croître, on le sait, puis il va y avoir tous ces secteurs qui vont s'accumuler, et parmi tous ces secteurs qui s'accumulent, il y en a un qui va plus pousser que les autres, le secteur de l'électronique, donc le numérique au sens large, et Dieu sait que le numérique ne se résume pas à un smartphone, sinon ce serait pas si grave. Ensuite, il y a le secteur des technologies de l'information et de la communication, les serveurs, les data centers, vous avez les Wi-Fi, les antennes 5G maintenant, enfin bon, vous avez toutes ces choses-là. Et puis après, vous avez l'aéronautique. Vous avez encore plein de métaux particuliers, parce qu'il faut des métaux très résistants, parce que c'est des pressions, des températures, etc. Et aujourd'hui, en fait, on est sur des scénarios qui sont complètement délirants pour les années à venir, parce qu'on a dit on va faire encore plus, alors qu'on faisait déjà beaucoup. Alors, on peut toujours, dans un monde idéal, que dis-je? Oh mon Dieu, pas du tout, dans un monde théorique, en fait. Les gens nous disent, de toute façon, c'est pas compliqué. Vous, les géologues, vous avez qu'à vous mettre à travailler. Et puis, comme c'est une ressource finie, vous allez calculer, en fait, la quantité qui reste à exploiter. Et puis, c'est bon, c'est fini. Et puis, on sait qu'en 2000, j'en sais rien, moi, 80, on n'en a plus. Et puis, maintenant, c'est fini. Et puis, voilà, terminé. Et on passe à autre chose. Alors, c'est pas si simple parce que, et c'est d'ailleurs ce qui aide beaucoup d'acteurs à l'international, qui leur évite d'avoir à dire que on arrive vers la fin, justement, parce que on met en place des quantités d'eau, d'énergie, de réactifs. On agrandit les sites, on fait de plus en plus grand, de plus en plus profond, justement pour aller chercher des quantités de plus en plus petites. Alors les quantités étaient déjà très petites. Les pronostics qui sont faits pour les années à venir, eux, ils sont pas tenables. Donc nous, à Systex, on connaît plusieurs centaines de sites miniers. On n'a pas de base de données, mais on les connaît. Donc on sait à peu près ce que représente en gros l'industrie du nickel ou l'industrie de l'aluminium. Si on nous dit il faut multiplier pas ça par 5, par exemple pour correspondre à telle demande à l'horizon 2060, c'est non. Non, parce que on n'arrive déjà pas à gérer les problèmes maintenant. Et vous voulez multiplier ça par 5. Mais c'est fou. Enfin, ça n'a pas de sens. Encore plus dans un contexte où on a des problèmes de partout. C'est-à-dire qu'on a de moins en moins d'eau. On a de moins en moins d'énergie. C'est la raison pour laquelle on met en place les énergies renouvelables. Parce qu'on veut sortir des énergies fossiles. En fait, la problématique, elle est qu'on savait déjà depuis longtemps que les impacts allaient augmenter. On savait qu'on allait devoir se passer des énergies fossiles. Et on a essayé de faire croire aux gens qu'on allait résoudre le problème avec des métaux. C'est faux. À terme, eh bien oui, la ressource sera épuisée et non accessible. Le métal ne sera pas sous forme pure. On va pas trouver de fer pur, on va pas trouver d'aluminium pur. Donc la première chose, en fait, ça va être de récupérer les minéraux. Donc il va falloir déjà récupérer tous les petits grains qui contiennent l'aluminium. Quand on extrait, que ce soit en mine à ciel ouvert ou en exploitation souterraine, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ces amas de roches et on va les broyer et on va séparer les minéraux qui contiennent l'aluminium et, par exemple, si on prend l'aluminium, et les minéraux qui n'en contiennent pas. Une fois qu'on a séparé tous nos petits grains, donc c'est très long, mais c'est surtout qu'on a du coup besoin de beaucoup de produits chimiques pour faire ça et surtout beaucoup d'eau, parce qu'on va pas le faire à la main, ça va être très très long. À la fin, on récupère que donc des minéraux, donc des grains qui contiennent de l'aluminium, mais c'est toujours pas de l'aluminium. Donc la deuxième étape, ce qu'on appelle l'extraction chimique ou la métallurgie, c'est-à-dire qu'il va falloir, à l'intérieur de ce grain, il va falloir récupérer uniquement les atomes de métaux qui nous intéressent. Donc là, par exemple, dans l'aluminium, ça se fait par hydrométallurgie, donc c'est des techniques qui utilisent, en l'occurrence là principalement de la soude pour le coup. Donc la soude, c'est le produit chimique utilisé pour déboucher les toilettes. On va utiliser de la soude et ça va nous permettre d'extraire l'aluminium d'une part et les autres métaux. Et après, on va obtenir un aluminium de qualité. Et dans certains cas, à l'issue de cette deuxième étape, le métal n'est toujours pas suffisamment pur pour être utilisé dans l'industrie. Donc il va falloir faire appel à une troisième étape. Il sort d'une mine d'or, c'est pas de l'or visible, quoi. Et on va l'amener dans un autre endroit, parfois très loin, pour pouvoir récupérer l'or. Ça se fait avec du cyanure. Et à la fin, on va fondre ça, puis on va obtenir un petit lingot un peu grossier, un peu bizarre. Il y a beaucoup d'impuretés dedans. Souvent, il y a 10% d'argent, par exemple. C'est une impureté qui est un peu cool, mais quand même. Et là, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'amener, 70% de l'or mondial est raffiné en Suisse. Donc, on va l'amener en Suisse. Et à la fin, on va obtenir du 99,99999% d'or. Et là, c'est bon. Ah yes, c'est terminé. Et ça repart en bijouterie ou dans des souterrains de banque centrale. Pour être caricatural. Sur les usages de l'or.
faut arrêter de garder en tête une mythologie des métaux rares. En fait, les métaux sont rares. Alors, il y a des exceptions, il y en a 5 que je cite tout le temps, s'il faut les avoir en tête, dans cet ordre: aluminium, fer, magnésium, titane et manganèse. Voilà, c'est les 5. Même s'ils se concentrent dans les gisements, en fait, ils se concentrent dans des quantités qui restent très faibles. On parlait des métaux abondants précédemment. Le fer, c'est à peu près 30 à 60%. Il reste 6 minutes. Ouais. Si on arrive dans une mine de fer, il y a 30 à 60% de fer. Donc là, ça c'est bien, c'est des taux importants. Après, on va aller vers le plomb, 1 à 12%. Donc 1 à 12%. Donc ça veut dire que si je prends, donc on va prendre un ordre de grandeur simple, si je prends 100 kg de roche, puisque j'ai 1% de plomb, par exemple si j'ai une mine à 1% de plomb, je vais jeter 99 kg de roche. Alors après, on va commencer à aller vers les métaux qui sont un peu moins abondants. L'uranium, 0,1 à 0,3%, donc là c'est de pire en pire. Après, on entend un peu parler, qui nous paraissent complètement abscons, l'indium pour les écrans plats. Là, on est plutôt dans quelques dizaines de grammes par tonne. Et puis après, les moins abondants, les métaux précieux, donc il y en a 6, et eux, ils sont aussi de l'ordre du gramme par tonne. Alors, les autres, ils sont plutôt de la dizaine de grammes par tonne, puis eux, ils sont encore pires, ils sont en grammes par tonne ou en dessous du gramme par tonne. Voilà, par exemple, dernièrement, à Systex, on a travaillé sur une mine qui était à 0,6% de cuivre et 0,03 grammes par tonne. Donc, ça, c'était un gisement qui était économiquement intéressant. Économiquement intéressant. 0,0000003% d'or la tonne, c'est intéressant. Imaginez-vous la quantité de forêts, de roches, de montagnes, d'eau, de produits chimiques pour traiter toutes ces millions de tonnes-là pour arriver à 0,0000003% d'or la tonne. Puis venez donc me dire que c'est pas de la folie. It's not making any fucking sense. OK? Moi, ce reportage-là, je le sais, il y en a beaucoup, ils disent « Ah, c'est long, bah. » Oui, mais c'est parce qu'il faut que tu comprennes que leur plan climatique, ça passe par toutes sortes de technologies métalliques. Des éoliennes en métal, des photovoltaïques, des autos électriques, du lithium, toute la totale, du métal. It's not making sense. Il y en a plus. Il y en a de moins en moins. Puis il faut bouger de plus en plus de ressources. Puis il faut creuser des trous de plus en plus gros, donc détruire de plus en plus d'eau, de plus en plus de terre, de plus en plus de forêts, pour arriver à de moins en moins de grammes la tonne. Fait que c'est clairement pas soutenable. Fait que comment est-ce que monsieur à la marque Jones ici présent peut continuer de soutenir des agendas climatiques basés sur l'extraction minière? It's not making any fucking sense. Sur les gens à la marque Jones, là, des reportages comme ça, c'est long, 15 minutes dans une société où t'as de la misère à avoir 30 secondes d'attention, 3 minutes de focus, puis que les gens lisent pas plus que 2 lignes. Mais réalisez-vous tout ce qu'elle dit? Réalisez-vous tout ce qu'elle prouve? Et réalisez-vous à quel point est-ce que les corporations, les accords de Kyoto, de Paris, puis toute leur reste de conneries, it's not making any sense avec qu'est-ce qui est sourçable, démontrable, quantifiable et valable, puisque c'est là. Fait que comment est-ce que les journalistes, certains d'entre eux, puis comment est-ce que des spécialistes, certains d'entre eux, puis des diplomates, certains d'entre eux, peuvent nous faire croire que la solution passe par davantage de consommation métallique. It's not making any sense. OK? Puis dans ce live-là, j'ai coupé 3 articles sur la pénurie d'eau en France, la privatisation de l'eau et le contrôle en tant que ressource monétisée de l'eau. Je les ai enlevés. Fait que je me disais, là, ça va être trop d'informations. Ça va faire une demi-heure de blabla de ce genre-là. C'est too much pour des Mark Jones. Fait qu'on va finir, il reste 5 minutes. Je vous invite à écouter ce qu'elle dit. C'est important parce que l'information qu'elle donne, ça nous permet d'aller voir leur agenda climatique et de leur dire « You guys are kidding me!
You take me for a fucking fool. I'm not stupid. Look the stats. Look the number. Look the study. Look this guy. Look this girl. Look this company. Look over here. You tell me shit. C'est à ça que ça sert des spécialistes comme elle, qui disent la vérité aux gens comme nous. Ça sert à ce qu'on ait de la crédibilité, des sources, puis des choses vérifiables à leur sacrer dans le front, ces gens-là. Sinon, comment est-ce qu'on fait pour y arriver avec des croyances? La seule chose que des croyances, ça fait quand c'est pas démontrable, c'est des guerres. Alors, regardez dans l'histoire humaine, puis regardez à chaque fois qu'ils ont fait de la fausse science ou de la fausse religion ou de la fausse propagande basée sur un mensonge qui n'était pas démontrable, regardez ce qui est arrivé si ce n'est pas une guerre avec ceux qui démontraient le contraire. Puis dites-moi qu'une religion, c'est pas exactement ça. Faire une guerre sur une croyance pour conquérir ton ennemi qui pense pas comme toi, mais aucun des deux n'a quelque chose de validable, démontrable, sourçable, puis tout le monde veut y donner son image d'un État unifié et n'en font une organisation définie globalement. Hein? Fait qu'à un moment donné, là, voilà. Ouais, exactement, avec des chaînes, ça c'est vrai en tabarnak. Ça c'est vrai. J'ai plein de colère et de hargne en moi, man. Ça c'est vrai. Puis tu sais-tu qu'est-ce que j'en fais? Je la mets à bon escient. Je tolère des épais et des innocents comme toi. Puis je continue de vous tendre la main. Je continue de sourcer, démontrer, puis faire. Puis je me base sur quelle énergie? Ben oui, toute la rage que vous me donnez de vivre dans un monde à la Mike Deschênes, puis à la Benjamin, puis à la fucking Mark Jones. Hein? Toute la haine puis la colère que j'ai, là, je la transforme en énergie puis en positivisme. Donc je fais exactement ce que je dis aux gens. On doit prendre le négatif, le neutraliser et en faire quelque chose de positif. C'est exactement ce que je fais, Mike Deschênes. Je prends toute ma colère puis ma hargne en moi comme motivation pour continuer d'avancer car je suis libre et j'ai compris que unis nous serons et nous sommes vainqueurs. Donc voilà pourquoi j'ai changé mon tempérament, ma structure de langage, puis que je travaille très fort sur ma personnalité pour agir en bonne foi, pour rejoindre monsieur, madame, tout le monde, avec moins d'agressivité et de violence. Mais parfois, quand je pogne un Mike Deschênes dans le coin puis qu'il est tout seul, là, te jure me fait plaisir. Te jure, je te manquerai pas, mon chum. Puis j'aurai pas de pitié pour toi. Parce que je suis pas ici pour toi, moi. Puis je suis pas ici pour te plaire à toi, moi. Moi, je suis ici parce que comme ceux qui m'écoutent, on a une mission, on a quelque chose à accomplir, puis c'est réactiver ta raison, ton raisonnement, ta réflexion. À moins que tu ne sois qu'un de ces êtres vides dans les tablettes sumériennes. Donc à ce moment-là, je te souhaiterais bonne finalité à la fin de ta vie, puis peut-être à la prochaine aberration. Voilà. Donc il reste 5 minutes, on finit ça. C'est vraiment des tout petits ordres de grandeur et donc en plus, plus le temps avance et plus les teneurs qu'on vient de discuter, elles diminuent. C'est-à-dire que les gisements qui à l'époque, on nous disait « Oh, t'as trouvé un gisement à 6% cuivre », et ben aujourd'hui on va dire « Ah, mais c'est super, t'as trouvé un gisement à 2% cuivre ». Et puis si on continue ce qu'on est en train de faire là, et ben dans quelques années on est dire « Ah, c'est super, t'as trouvé un gisement à 0,1% de cuivre ». Et c'est ça en fait la tendance qui est en train de se présenter devant nous. Mike Deschênes, je désinforme. La première solution, de toute façon, il n'y a pas d'autre possibilité. C'est priorité numéro 1, il faut diminuer drastiquement la consommation métallique dans tous les secteurs possibles. Là où le métal n'est pas indispensable, on n'en met plus. Quoi. Le recyclage, c'est du bout de ficelle. Quoi. Ça va vachement aider. Il faut absolument le promouvoir. Il faut construire des usines en France et ailleurs de recyclage. Il n'y a aucun problème. Mais c'est vraiment le dernier recours. Quoi. C'est après avoir créé des dispositifs qui ne pètent pas tous les 4 matins, après avoir mis en place la possibilité de changer, je veux dire, aujourd'hui encore systématiquement, quand vous apportez n'importe quel appareil, que ce soit de l'électroménager, du numérique, vous l'amenez dans un magasin, vous dites je n'ai besoin de changer que cette pièce, parce qu'il n'y a que cette pièce qui est défaillante, on vous explique en long, en large et en travers que vous ne pouvez pas et qu'il faut tout renvoyer et racheter du neuf. C'est inadmissible dans le domaine métallique, c'est inadmissible. C'est vraiment ça m'énerve, vous voyez, ça me tend, vous voyez, ça me tend. Donc du coup, il faut réutiliser. Le métal, lui, il est utilisé pour sa résistance. Jeter du métal neuf, c'est une aberration, puisque son boulot au métal, c'est de tenir le plus longtemps possible. Et une fois effectivement qu'on a la certitude d'avoir amené à son terme le dispositif ou l'appareil ou le métal,
Ah là, oui, effectivement, on met en place du recyclage. Et aujourd'hui, les filières de recyclage, elles sont complètement inadaptées. Déjà parce qu'en fait, le problème, c'est déjà la collecte. La majorité des produits ne sont pas collectés puisqu'ils restent chez les particuliers. Et quand bien même ils sont collectés, mais en fait, il y a tellement de produits différents en fonction des humeurs des concepteurs, que ce soit dans le domaine du numérique ou de l'électroménager ou autre, que ça se comprend bien qu'on n'arrive pas à faire une usine unique pour traiter des milliers et des milliers de modèles différents, ça se comprend. Le fait qu'il ait été, par exemple, promu une homogénéisation, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, des chargeurs téléphoniques, ben ça va dans le bon sens. Parce que si tous les chargeurs sont pareils, on pourra tous les mettre dans la même usine pour les recycler une fois qu'on les aura bien épuisés. Mais qu'on vienne pas nous dire, bon, t'as un problème avec ton chargeur? Plutôt que de faire un petit point de soudure, ça me prendrait 15 secondes. Moi, je vois des trucs qu'on jette, mais c'est immonde. Eh ben, on met un petit point de soudure, voilà, et une fois que j'ai mis 5 points de soudure, j'arrive plus à le réparer, ok. Donc, recyclage, réutilisation, et il faut une conception sobre, quoi. Et puis, il faut arrêter de... Enfin, les jeunes générations, on leur ment, en fait, quoi. C'est vraiment terrible. Moi, j'ai de la peine parce que on leur fait croire, en fait, qu'elles peuvent vivre dans un monde virtuel hyper numérisé avec beaucoup d'écrans. C'est absolument, mais c'est complètement faux. Aujourd'hui, elles le vivent, mais c'est extrêmement ponctuel, quoi. Ça, les externalités que ça a, c'est un drame. C'est un drame humain, c'est un drame environnemental. Moi, je suis sur le terrain, je peux en parler. Et il faut arrêter de leur faire croire que c'est l'avenir, quoi. C'est tout sauf l'avenir, quoi. C'est la destruction assurée. Plus vous verrez d'écrans, plus vous verrez d'appareils numériques, plus vous verrez de choses automatisées, plus vous verrez de center data, et plus derrière, ça veut dire qu'il y a des amoncellements de déchets miniers, d'eau contaminée. C'est inévitable. C'est inévitable. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous pouvez minimiser au maximum, mais voilà. Et c'est pour ça que je parlais de la diminution, parce que oui, on va pouvoir favoriser une meilleure utilisation, on va pouvoir aider par un recyclage, on va pouvoir améliorer certaines pratiques dans la mine ou minimiser les impacts dans la mine, tout ça on peut faire, mais ça ne va être qu'en diminuant. Le gros problème aujourd'hui, c'est qu'on produit beaucoup trop de métaux et qu'on gaspille énormément de métal et que ça va nous amener à notre perte, ça c'est évident. On a des technologies alternatives qui sont intéressantes, ou des techniques alternatives qui sont intéressantes, on les met en œuvre lorsque pertinent, et le reste du temps, on diminue tout ce qu'on peut, et on arrête de considérer qu'on peut prendre à la planète comme ça, prendre, parce que de toute façon, c'est pas possible. Voilà, c'est tout, c'est pas possible. Souvent, on entend, là, j'entendais encore à cette conférence des gens qui nous disaient, ouais, mais en fait, il faut pas parler de décroissance, c'est hyper compliqué le terme de décroissance. Mais si la notion de la décroissance, elle me permet de mieux vivre que mes grands-parents ou que les générations absentes, mais donnez-moi de la décroissance. Mais tant que vous voulez, tous les matins au petit déjeuner, ce sera parfait. Mais en fait, c'est pas un gros mot, la décroissance. C'est simplement dire, regardez comment ils vivaient. Vous avez envie de vivre comme eux? Avec une industrie agroalimentaire qui est quand même extrêmement problématique parce que j'utilise, vous l'aurez compris, un langage extrêmement euphémique, avec une industrie chimique qui pollue, avec une industrie minière qui pollue, avec des émissions de gaz à effet de serre, avec de l'air pollué, avec de l'eau polluée. C'est ça qu'on veut. Ben non, moi je veux vivre mieux que ça. Et c'est ce modèle-là qu'on entretient depuis 50 ans. Donc moi je suis très fière de dire, je veux sortir de ce modèle-là. Donc si c'est pour passer par la décroissance, en fait c'est très très bien. Je veux juste faire mieux que les générations qui nous ont amenés jusque-là. Voilà, c'est juste ça en fait. Et voilà, comme nous, on veut juste faire mieux que les Mark Jones, les Carl Lafont et tous leurs parents qui nous ont amenés là. On en a notre cul, on veut faire mieux. Parlez-nous de décroissance, de responsabilité, de réparation, de recyclage, de méthodes structurées à long terme pour ne pas épuiser les ressources non renouvelables et ne pas détruire nos nappes phréatiques, nos forêts, notre santé et celle de nos enfants au passage, en plus de la faune, la flore et la biodiversité de laquelle nous tirons notre prospérité, puisque plus qu'il y a de biodiversité, plus que tu vas vivre dans la frugalité. Nos ancêtres sont débarqués ici, il n'y avait rien, mais il y avait tellement de formes vivantes qu'ils pouvaient chasser, trapper, pêcher, cultiver. Peu importe, toutes les possibilités étaient là. Pourquoi? Parce qu'il y avait la richesse de la biodiversité et d'un milieu naturel sain. Donc ça a permis à des colons, ben oui, et même des Amérindiens, des Autochtones, des Aborigènes, les Premières Nations, de vivre pendant des siècles et des millénaires dans la frugalité que cette terre offre à toutes les autres formes de vie qui n'ont rien à payer, excepté l'humanité. Ben oui. Fait que nous, on est ici parce qu'on veut faire mieux. On est écœurés d'être blâmés, d'être jugés, d'être pointés du doigt quand c'est une élite qui, depuis des millénaires, coupe les forêts, assèche les rivières et tue ton père, ta mère, ta sœur et ton frère. Ben oui, c'est eux, les oligarques
puis les oligopoles. Ben oui. Fait que voilà ce qu'on veut, nous. On veut mettre fin à cette délégation de représentativité, reprendre notre compétence par notre aptitude et s'en occuper. Donc, je vous invite à communiquer avec vos députés, faire des prélèvements, des analyses, tribunal des droits de la personne, le protecteur du citoyen, le protecteur du consommateur et tous les outils que nous possédons, que nous administrons, qui est un meilleur mot, et de les employer pour mettre les projecteurs sur ces gens-là, pour les faire céder. Serge Monast, il l'a dit bien avant moi, il a dit « Exposons ces gens-là, forçons nos élus à en parler et ça les ralentira grandement, ce qui nous permettra de trouver d'autres solutions pour les ralentir davantage jusqu'à ce qu'ils ne bougent plus du tout, pris d'un coin. OK? So là, j'ai un rendez-vous. Faut que j'aille rencontrer quelqu'un d'important. Ça peut changer bien des choses dans mon vivant. Fait que je vous en redonne des nouvelles dans pas longtemps, comme on dit, quelques jours ou une semaine tout au plus. Puis rappelez-vous que je m'en viens en Abitibi, Abitibi-Ouest, attendez-moi, je m'en viens, Guillaume, tout le monde, j'arrive, ça sera pas long. Puis les 9 compagnies qu'il y a là-bas, attachez votre tuque. Puis les résidents, attendez-vous à me voir cogner à votre porte dans pas longtemps. Pour les autres, comme j'ai dit tantôt, tous les liens vont être dans la description de cette vidéo après ce live, donc dans pas long. Je vous invite à revenir sur mon mur, partager les articles, partager les questions, partager les solutions. Tapez tous les petits bouts que vous avez aimés. Partagez-les dans les autres plateformes parce que le nerf de la guerre, c'est l'interaction, c'est l'information, c'est l'expression et l'action. Donc, rappelle-toi à quel point que ta mission est importante, OK? Puis tu l'as fait en son nom. Rappelle-toi. Donc, 432 Hz, 72 BPM, je t'aime, puis je suis bien content qu'on ait tapé le 500. Ça envoie un message clair à nos dirigeants. Encore une fois, ben oui, l'Indigo. Ben oui, et sa communauté. On arrive, on s'en vient. Attachez votre tuque, parce que nous sommes la résistance, nous sommes la différence, et nous allons mettre fin à votre manque de science. Nous allons achever votre médisance, et vos dividendes, c'est bye-bye, man. OK, c'est terminé. On arrive avec notre confiance, ben oui, puis notre conscience, puis notre bienveillance, puis on va tordre, man, votre malveillance. On va en finir avec votre fausse dirigeance. Puis je te garantis qu'on va faire une magnifique danse, une belle lance pour toutes les enfants. C'est ça notre défense. Ben oui, trancher ta calice de répugnance. OK? So, merci d'avance. Puis voilà, fini le reste chez vous. Salut le tannant, puis on se revoit tantôt. Ben oui, tantôt, c'est quand? Tu demanderas.